I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parlez-vous, cours de mime! Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus? La mer suce des queues en enfer. And I am the best film director in the world. Merci, c'est le bordel. Merci pour le script en tout cas, Estelle. Je peux avoir de l'eau? De water? De l'eau? Ah, merci Hugo. On est à l'antenne, merde, bon, c'était vraiment le bordel jusqu'au bout, désolé. Lily, t'aurais pu me prévenir qu'on était à l'antenne, vu le temps de latence pour lancer le son. Bon, c'est pas grave, ça ne sera que la gaffe numéro 51 pour ma part, et pour toi Lily ça sera la première, puisque c'est une des premières fois que t'es à la technique de Cinéma Show. Donc si on se refait toute cette chronologie de l'histoire de TCS, on a fait déjà pas mal de gaffes. Moi c'est Simon et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de The Cinema Show, l'émission qui débriefe et analyse les dernières sorties ciné de la semaine. Et pour ce faire, j'ai bien évidemment une équipe de choc. Je vais vous la présenter, chroniqueur par chroniqueur, point par point. Commençons avec celui dont les cheveux font mourir d'envie Jean Benguigui et sa calvitie, Costa. En forme Costa. Oui, j'ai pas trouvé mieux. T'as vraiment tapé nom de chauve random sur internet et t'as trouvé Jean Benguigui? Non, malheureusement, Jean Benguigui me vient très souvent en tête. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Comme Laurent Dutch. Voilà, c'est ça. Alors, tu vas bien, Costa? Mais la forme, enfin, super. Avant l'émission, avant que tu me compares à Jean Benguigui, mais aucun problème. Mais non, mais t'as plus de cheveux, c'est le plus que t'as. 4 mots sur un piano, c'est ce qu'elle avait laissé, disait Patrick Fiori. Elle, c'est plutôt 2 torgnoles dans la gueule quand il s'agit de descendre marche ou crève. Elle a fait sa première il y a 2 semaines, c'est Naomi. Ça va, Naomi? Ça va super. T'as aiguisé tes punchlines pour cette semaine? Surtout ma philosophie, voilà. Ouais. Bon, on a hâte de voir ça. C'est la petite déformation professionnelle, la philosophie. Oui, c'est ça, exactement. On en apprend, on en apprend sur les chroniqueurs, ça c'est cool. Oui. Ah, c'est génial. Ah, on adore. Alors, je vous donne son code de carte bancaire. Eh non. Maxime, commence pas. D'accord. Poursuivons ce tour de table avec celui qui illumine mes journées telle une lumière qui guiderait mes pas dans l'obscurité. Jonathan et ses avis toujours très éclairés. Comment tu vas, mon cher Jonathan? Ça va très bien, et toi? Bah oui, ça va, ça roule. J'avais un petit peu mal à la tête avant le début de l'émission, puis oh non, Maxime a donné encore plus mal à la tête. Donc, d'ailleurs, après la lumière, celui qui me met dans une humeur de chien à chaque fois que je dois me le coltiner au Cinémed, Lucas en régie peut en être témoin. Je parle de Maxime. Comment tu vas? Ça va. Bon, je rigole. Je pense pas. Ça va, je suis juste très fatigué. Mais contrairement à l'année dernière, je serais pas fatigué en visio, je serais fatigué ici. Bah ça c'est top. Et je pense pas vraiment ça de toi. Puisque tu dis que t'es ici, effectivement t'es au Cinémed en ce moment. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous raconter une petite anecdote du Cinémed tant qu'on y est? Eh bah, je vais vous raconter l'anecdote du fait que je me suis pas réveillé ce matin. Ce qui fait que, du coup, j'ai pas pu apporter le matos, j'ai pas pu apporter les micros. La somptueuse histoire de Maxime au Cinémed me fait faire une prise de conscience. Au tout début de l'émission, une mystérieuse personne m'a remis un script. Et je me rends compte maintenant que tous les mots écrits à l'intérieur n'ont pas été utilisés par hasard. Point lumière, point Cinémed. Oui. Il y aura bien un point lumière avec Julie Inès et un point Cinémed avec Marie Oksana. Chronologie, water, 2 pianos, chien 51. Et en effet, nous évoquerons bien The Chronology of Water de Kristen Stewart, 2 pianos d'Arnaud Desplechin et chien 51 de Cédric Jiménez. Comme dans le dernier film cité, je me demande donc si tout ça n'est pas qu'une machination. Et s'il y avait une taupe autour de cette table? Et dans l'équipe, je commence à avoir peur. Un complot s'enclenche contre moi. Que dire? C'est une conspiration. Cela pourrait marquer la fin de TCS telle que nous le connaissons.
Il va falloir que je reste sur mes gardes et que je débusque cette taupe pendant toute la durée de l'émission. Et c'est comme ça que je l'ai sucé. Simon. Ouais. Ça va? Ouais, ça va, j'étais dans le truc de Maxime, mais t'inquiète, je réfléchissais juste à la suite de l'émission, c'est tout. C'est bizarre. Mais à quoi pense-t-il vraiment? Tu as tout à fait raison, Jonathan. Il ne dit pas tout. Taxi. Vous trouvez pas que cette intro est beaucoup trop longue pour rien? Oui. Taxi. On peut pas lancer les news par la pensée? Taxi. La régie, c'est parti pour les news de Costa. Now, Buffalo's #1 news team. Good evening and welcome to Eyewitness News at 6. I'm Susan Ortega. And I'm Evan Baxter and here's what's making news. Sans plus attendre, on entame cette page de news avec notre traditionnel mercato de la semaine. Effectivement, mon cher Simon, puisqu'on commence avec le studio en vogue A24. Ils ont dévoilé l'arrivée d'une comédie romantique intitulée The Drama, avec Zendaya et Robert Pattinson. Le pitch reste secret, mais selon Variety, The Drama racontera l'histoire d'un couple dont la romance se heurte à des obstacles inattendus à l'approche du grand jour. Autour du duo star, on retrouvera Alana Haim, l'actrice notamment vue dans Licorice Pizza, mais aussi Mamoudou Athie et Haile Getz. Produit par Ari Aster, le film marque le retour de Borgli chez A24, après le succès critique de Dream Scenario. Sortie aux USA, prévu pour le 3 avril 2026. Date française non encore connue. Non encore connu. Et oui. Très sympa tout ça, mais on aurait pu avoir encore plus sympa du côté de Disney. De Sydney aussi, hein, peut-être, mais de Disney. Après avoir endossé le rôle du grand méchant Kylo Ren dans la postlogie Star Wars, Adam Driver n'avait pas envie de ranger son sabre laser. Selon Deadline, le comédien avait proposé à Lucasfilm Disney une idée de spin-off qui aurait été une suite directe de l'ascension de Skywalker. Le comédien a évoqué ensuite un concept de film pour lequel Steven Soderbergh, qui a réalisé Ocean's 11 et Traffic, avait écrit un scénario et l'acteur était dithyrambique. C'est l'un des scripts les plus incroyablement cool que j'ai jamais eu entre les mains. Le scénario a été présenté à Lucasfilm qui ont adoré et ont compris leur vision. Puis il a ensuite été montré à Bob Iger, directeur général de Disney, et Alan Bergman, superviseur de la division Entertainment, qui ont juste refusé. Disney a donc pris une décision radicale, celle de ne jamais continuer d'explorer le récit de Ben Solo et aussi de ne pas croire en l'artistique. Et Costa, je crois que tu as d'autres nouvelles puisque Sylvester Stallone a partagé quelques images croustillantes sur son Instagram. Putain, mais Simon, comment t'as deviné? On dirait que t'as lu un texte que je t'ai donné avant l'émission, c'est fou, hein. J'ai déjà fait la dans cette émission. J'ai déjà fait cette vanne quand j'ai écrit les news. C'est cool, c'est cool. Allez, c'est cool. Allez, c'est cool, c'est cool, c'est cool. C'est cool, c'est top, c'est top. C'est top, pas de souci, c'est top. Donc on parlait de Sylvester Stallone. Oui, bien sûr. Avant Maxime. Me coupe pas. Rocky Balboa est donc de retour puisque... Pardon. C'est pas Maxime, c'est Jonathan maintenant qui s'y émet, mais là on est mal barré. Je vous hais tellement. Alors vas-y, on parle de Sylvester Stallone. Et oui, parce qu'il a plongé... Oh, puisqu'il a partagé sur son compte Instagram... C'est pas ma guerre. Tu vas qu'on la fasse toujours ou pas? Ouais, on la fait toujours. Allez, vas-y. En vrai, coupez-moi, pas de soucis. Vas-y, Stallone. Et donc, du coup, on voit les premières images du film I Play Rocky. Le film retrace les 3 jours d'écriture et de lutte contre le studio que Sly a dû affronter pour le film Rocky. Les producteurs ne voulaient pas de Sylvester Stallone dans le rôle qui était jusque-là inconnu du grand public. Sur l'image, on voit l'acteur Anthony Ippolito dans la peau de Sylvester Stallone en train de faire son footing sur la plage accompagné de son chien. Ippolito s'était révélé dans la mini-série The Offer qui racontait les coulisses du tournage du Parrain. Il incarnait une autre star du cinéma américain, Al Pacino dans la peau de Michael Corleone. Le film sera réalisé par Peter Farrelly qui a fait Green Book et sera produit par Amazon et MGM. Aucune date de sortie dévoilée. Alors, quelle news de ce mercato vous pique le plus d'intérêt? Bah moi déjà ça va surtout me piquer un truc du quiz parce que du coup le truc sur Adam Driver et Star Wars c'est un truc en moins. Merci. Je suis trop désolé. C'est pas grave, j'ai pas bien fait mon quiz. Voilà. Pardon. Moi je suis chaud pour The Drama avec Robert Pattinson et Ouais, Zendaya. moi aussi. Très très chaud aussi. Ouais. Ça m'intrigue également. Mais après, effectivement, le Star par... Wars par Soderbergh, j'aurais bien voulu voir ça. Ouais, vas-y. Produit par Ari Aster. Alors, exactement, parce que... c'est une comédie? En fait, en gros, c'est que... C'est quand même très drôle, Ari Aster. Oui, ça se voit dans ces films, vraiment. Dream Scenario avait un petit côté un peu horrifique sur certains points du film. Ouais. Je pense que ça va être un peu la même chose pour The Drama, où il y aura ce petit côté un peu horrifique. Et je suis très content. Okay. Voilà. Ok. Donc, on suivra ça de tout près.
Un petit pas pour les scénaristes, un microscopique pas pour les producteurs. T'es Molière, mec. C'est un accord de haute lutte obtenu par les scénaristes français de long métrage de fiction. Attention, seulement long métrage de fiction et pas de plateforme. Sous l'appui du CNC, ceux-ci ont désormais l'assurance d'avoir une rémunération minimum. Cet accord prévoit 17 000 € brut minimum pour un auteur seul, y compris si le projet de film ne va pas au bout. Bien entendu, c'est trop beau pour être vrai, cet accord n'a pas fait l'unanimité au sein de la profession. Deux des principaux syndicats, le syndicat des scénaristes et la guilde des scénaristes, oui, il y a une guilde des scénaristes, ainsi que celui des agents de scénaristes représentés par le syndicat, le SFAAL, sont opposés à l'accord. Une pétition a été lancée pour refuser cet accord qui, loin de garantir la sécurité économique des scénaristes, les exposerait au contraire à un risque de précarité plus grand. Selon vous, cet accord est-il bénéfique pour les scénaristes ? Alors, est-ce que vous êtes intéressé à cet accord ? Maxime ? Non, pas vraiment. Je l'apprends, mais je sais. J'aurais du mal à voir en quoi ça les plongerait un peu plus dans la précarité, mais sûrement il y a des arguments. Si la guilde des scénaristes et toutes les associations des scénaristes vont contre ce type d'accord, j'imagine qu'il y a un loup. Oui, parce que surtout ils ont vendu ça vraiment comme étant accord historique, voilà, c'est super, alors qu'en fait la plupart des scénaristes à l'intérieur, ils sont pas du tout chauds pour. Je vous avoue que franchement j'aurais voulu m'intéresser un peu plus à la news, mais je n'ai vraiment pas eu le temps. Mais c'est un truc, en tout cas, il y a beaucoup de scénaristes que je suis sur Instagram ou même que j'ai en ami sur Facebook qui mettent en avant le fait que c'est vraiment pas cool du tout cet accord. En fait, encore une fois, en gros, pour être en résumé, en fait, il valorise encore une fois le scénario et non le travail d'écriture du scénariste, et c'est ça aussi un des gros problèmes de cet accord. Oui, voilà. Donc en fait, c'est un accord pour les scénaristes, mais qui est bien que pour le patronat, quoi. Donc, ça arrange plus les producteurs en quelque sorte. Enfin, voilà. Mais je pense qu'il faudra suivre ça de plus près, et ça pourra peut-être faire l'objet d'une carte blanche à l'avenir si à un moment on a besoin d'une carte blanche. Les scénaristes sont-ils trop payés ? Non, ça sera pas dans ce sens. Les scénaristes sont-ils payés ? Encore une fois, l'État affaiblit l'audiovisuel français. Et oui, alors que le projet de budget 2026 entre en examen à l'Assemblée nationale, la filière audiovisuelle, FA, alerte sur les dangers que nous encourons. Ce nouveau budget prévoit une nouvelle baisse des dotations aux sociétés de l'audiovisuel public, moins 70 millions par rapport à 2025, et en particulier à France Télévisions, moins 65 millions par rapport à 2025. La FA pointe aussi la nouvelle ponction sur le budget du CNC de 50 millions d'euros, après un prélèvement de 500 millions d'euros l'an passé. Ils disent, je cite, « Les membres de la filière audiovisuelle, dont certains sont les principaux contributeurs de budget du centre, rappellent que ces taxes sectorielles contribuent au finissement du secteur et n'ont pas vocation à abonder le budget général de l'État. » L'AFA rappelle, il s'agit de la deuxième année d'économie conséquente que l'audiovisuel public est contraint de subir. Est-ce encore une fois une balle dans le pied pour le cinéma ? C'est pas étonnant, hein. Déjà on peut dire merci le PS d'avoir sauvé un gouvernement qui va encore nous saccager tout le service public et notamment le service audiovisuel. Et puis c'est pas étonnant parce qu'on subit depuis déjà plusieurs années une casse de notre système qui est quand même assez incroyable avec le CNC, tout ça, qui est un peu unique au monde. Et encore une fois, merci le PS, voilà, merci beaucoup, merci la droite. Non mais c'est juste qu'en fait c'est chiant parce que c'est évidemment obvious que ça fait déjà des années au fait que le premier secteur qui est impacté lorsqu'un régime démocratique plonge de plus en plus dans un régime autoritaire, c'est le service public, et c'est surtout la culture. Et en fait, le domaine de la culture, nous, on en est les premiers à pâlir, aussi bien au cinéma que les radios associatives comme nous, on s'en prend plein la gueule. Et donc, voilà, à un moment donné, il faut juste dire marre et puis merde, voilà. Alors que pourtant, je crois qu'il y a eu 6 millions de plus sur tout ce qui est patrimoine. Donc, en fait, en gros, ils privilégient notre culture, en fait. Oui, ils privilégient la vraie culture élitiste. Pour eux, le cinéma, vu que le cinéma est contestataire par rapport au gouvernement, donc on le voit bien, aussi bien avec ce qui est dit qu'avec les discours qui peuvent être donnés. Par exemple, le discours pour la Palme d'Or pour Anatomie d'une chute, et voilà, c'est des discours en fait qui plaisent pas au gouvernement, donc ils nous sanctionnent, voilà, évidemment. Et puis c'est non, quoi, voilà. Alors, moi, ça me fait juste rire parce que tout à l'heure, je suis tombée sur la story de la Cinéfabrique qui mettait en avant la visite de notre cher ministre de la Culture, Rachida Dati. Je trouve ça quand même un petit peu ironique. Voilà. Rachida Dati, elle était venue ajouter des accessoires, au fait, notamment la couronne qu'elle a dérobée au Louvre. Oui, c'est ça. Exactement. D'ailleurs, elle avait le collier au cou. Quand elle vous a dit qu'il y avait le collier au cou. C'est pour rembourser les plus de 400 000 balles de bijoux. Exactement. Et c'est pour compenser au fait qu'il n'y ait pas
une magnifique icône du cinéma qui est moi et Naomi au fait dans la cinéfabrique, donc il fallait la couronne de la reine à la place. Mon Dieu, fallait c'est qu'il fou, ramène hein. ça à lui automatiquement. Alors, il a aussi ramené à moi et je t'en suis très reconnaissante. Voilà, merci. Maintenant, On il y a une été grande injustement guide. rejetés. J'y crois pas trop à ton On va histoire. faire l'émission juste à 3 au pire. Voilà. Allez, nice. Oui. Bon, merci Costa pour toutes ces infos. Avec grand plaisir. Et en parlant d'infos, de news, passons à ce qui fait l'actu dans le monde du cinéma à Montpellier cette semaine, le Cinémed. Et pour ce faire, on prend tout de suite la direction du Quorum où se trouvent Marie et Oksana. Bonsoir les filles, comment vous allez ? Bonsoir, bah ça va bien et vous ? Bah ouais, ça va super. Oh, les yeux sont petits. J'ai toujours des yeux petits, c'est pas un vrai signe ça. C'est parce que ça connaît toutes nos heures de sommeil en te réveillant pas ce matin, Maxime. On va direct s'attaque Maxime. Je me sens pas du tout visé. Elles ont écouté ton anecdote en tout cas, tu vois que tu nous as fait. La mini-festival est déjà passée, on peut donc déjà faire un premier petit bilan de ce 47e Cinémed. Qu'est-ce qui vous a marqué pour le moment ? Je sais pas, je fais genre que je réfléchis. D'accord, alors moi j'ai vu essentiellement des bons films déjà depuis le début, donc je suis assez contente. Et ce qui m'a marqué, j'ai vu un film avec Maxime, et je pense qu'il pourra attester ce que je dis lundi après-midi, Where the Wine Comes From, et c'était vraiment une pépite, c'était vraiment incroyable. C'était très drôle et très émouvant, donc je suis assez contente, je pense que ça va faire partie de mes tops 2026, c'est pour vous dire. Donc franchement, cette année, je trouve que c'est tout ce que je vois, c'est très très bien. Je confirme, il est très très bien. C'est un film tunisien, si je dis pas de bêtises. Non, turc. C'est en compétition. Il est pas en compétition. Il est dans Panorama du long métrage, exactement. Et c'est sur un road trip entre deux jeunes qui décident d'aller dans une école d'art malgré le fait que ils peuvent pas trop quitter leur famille, etc. Et le film est étonnamment drôle et je peux que recommander d'y aller. Il est vraiment bien. Ouais. Et toi, Oksana, du coup, t'as retrouvé? Elle est à bout, faut pas lui en vouloir. Non, mais si je réfléchis, en fait, il y a un seul film qui m'a vraiment marqué. C'est L'âme idéale de Alice Vial avec Jonathan Cohen et compagnie. Mais j'ai bien aimé en fait tous les autres films, mais c'est vrai qu'il y en a. C'est celui-là qui m'a marqué le plus. Après, il y a eu aussi Qui brille au combat, mais sinon, j'ai vu des films qui étaient sympas. Mais cette année, pour moi, c'est pas ma saison de coup de cœur. Et alors, qu'est-ce que vous avez vu aujourd'hui? Eh ben, on est allé voir à 16h Gioia Mia de Margherita Pampitano. Non, avec un A. Attendez, je prends mes notes. C'est très préparé. Meuble. Elles sont vraiment chill, ça c'est beau. Margherita Pampinato. Et c'était... Oh, si. J'allais dire la connerie, j'allais dire que ça faisait le prénom de cocktail, mais c'est super. Et c'était en compétition du coup, et moi j'ai trouvé ça vraiment... excellent. C'est une histoire entre un petit garçon qui va et une famille. Il vacances l'été chez sa grande tante et c'est deux mondes qui se rencontrent, un monde très religieux, très superstitieux et un monde très terre à terre et technologique. Et je trouvais l'histoire très émouvante, très bien écrite, bien filmée. Franchement, c'était un petit bigou ce film. Je sais pas ce qu'on a pensé, elle a pas l'air d'accord. Bon, écoutez. Alors si, en réalité, il était magnifique, il était très doux, mais pour moi, il m'a laissé un petit peu en dehors. Enfin, c'était un peu trop lent par moment, et il y avait des choses où on avait un peu compris, et j'avais envie qu'il y ait quelque chose qui se passe pour de vrai. Et la seule chose qui s'est passée dans le film, de vraiment en action, elle était triste. Du coup, ça m'a encore plus down, mais en vrai, c'était très beau, très doux, mais un poil peut-être un peu long. C'est un peu contemplatif. Et pourtant, il fait qu'1h30. Mais... Et alors, c'est quoi votre programme pour la soirée ou pour les jours à venir au festival? Moi, ce soir, je vais aller voir Un monde fragile et merveilleux de Cyril Harris, qui avait donc fait Danser sur un volcan. C'était le chef-op de Monia Hackel. Et ça a l'air très très bien, c'est en compétition. Et après, pour les jours à venir, on va essayer de faire un max de compétition. Je ne sais pas pour toi, Oksana, il y a encore des avant-premières, notamment vendredi à la Reconquista de Jonas Treba. Donc c'est réservé. Excellent film d'ailleurs, hein, si vous avez l'occasion, moi je l'ai vu, c'est super bien. C'est vrai? Oui. Et ça nous
Ça nous touche. C'est pas ça. Et demain à 16h, normalement, demain à 16h, il y a la rediffusion de La Voix du In-Ajab de Kauter Benania et ça, faut qu'on aille le voir aussi. Excellent aussi, je l'ai vu ce week-end. Parce que ça, à mon avis, je pense que c'est potentiellement peut-être un Antigone d'or, à mon avis. Il y a également Rue Malaga de Marianne Touzani vendredi et j'ai eu des très bons échos aussi sur ce film. Donc très bien aussi. Jonathan, il est pas crédité au cinéma, il voit tous les films. J'ai passé mon week-end au cinéma, je suis allé voir 2 films. Ah, et donc il a vu Donc j'ai vu La Voix de In-Rajab et j'ai vu Rue Malaga, les 2 sont très très beaux, oui. Eh ben merci, au moins tu nous confirmes notre programme, c'est très bien. Mais en fait, on n'avait pas besoin de vous appeler, on aurait pu faire le point ici direct avec Jonathan et Maxime. On se serait pas cassé la tête sur Zoom. Non mais par contre, Marie, t'as oublié le programme le plus important, le buffet de clôture samedi. Les mini-burgers, ça tu veux dire? Les mini-burgers, bien sûr, il faut les mini-burgers du Vous y avez accès à ce buffet? Moi j'y serais pas parce que je serais déjà parti. Ah, on a perdu la GoPro. C'est terrible ce qui se passe, c'est terrible. Ah, du coup on va faire ça parce qu'on... C'est pour ceux qui sont en vidéo, ceux qui sont à l'audio là ne doivent rien comprendre, mais Marie et Oksana, on a cru les perdre pendant un petit moment. Très bien. Mais on est remonté. Ouais. On suit tout ça sur les réseaux sociaux. Je note juste que Maxime a dit que le truc le plus important c'est le buffet auquel il n'ira pas, alors que demain ma lecture de mon scénar, ça il s'en bat les couilles. Mais j'y vais. Mais on n'en a pas parlé. C'est vrai. Comment Simon? Vas-y, parle-en, Simon. Il faut venir à 14h au Cinémed au Quorum pour assister à la masterclass de Simon. Il y a des élèves du cours Florent qui vont jouer son scénario. Ouais, mais alors je sais pas du tout à quoi ça va ressembler, donc à tout moment je dis je ne cautionne pas ce qui a été fait sur scène. À tout moment je sors ça, voilà. Un scénario qui s'appelle Paradis perdu. Effectivement. Eh ben, on suivra ça demain. Moi, je serai un peu obligé. Ça est une show, quoi, ici, là. Merci, Oksana. Merci, Marie. Bon suite de festival à vous. Hein. Amusez-vous bien. Bon courage. C'est Carlos. Et je vous rappelle que la 47e édition du Cinémed se tient donc jusqu'à samedi. Et on en parlera un peu plus en profondeur dans l'émission de la semaine prochaine. Allez, on passe au débat. Cette semaine, 3 films sont donc au programme. Et attention, c'est que du lourd. Pas du tout. Ah voilà, je me disais, est-ce qu'il y a des gens qui vont me reprendre? Mais vous m'avez repris direct. Ouais, lourd dans le sens vraiment pas bien, quoi. Vous êtes en forme. Il y a des trucs à dire. Il y aura des choses à dire, effectivement. On aura le droit à 2 pianos, The Chronology of Water et Chien 51. Débutons donc avec ce dernier. 3 ans après être revenu sur la track de l'après-Bataclan, Cédric Jiménez et son cinéma musclé reviennent aux affaires avec Chien 51, une dystopie dans le Paris de 2045. Jiménez parviendra-t-il à éviter les critiques qui lui sont régulièrement faites avec un long métrage qui se déroule dans le futur? Réponse après la bande-annonce. On a quelques questions à vous poser, monsieur, mais ce sera pas long, ne vous inquiétez pas. Mais nous ne sommes pas tenus de collaborer avec la police. Nous n'avons aucun lien avec votre monde et aucune foi en lui. On va encore attendre longtemps, mais ça. Vous voulez faire un jeu? Pourquoi pas? Ni oui ni non. Ouais. Perdu. Wow. Le programme Alma et son inventeur Georges Kessel sont les ennemis du peuple. Alma. Reconstitution. On m'a verrouillé avec une flic de la zone 2. Il faut que j'enquête avec elle. Sur l'assassin de Kessel. On a pris en chasse un véhicule noir, pas d'identité associée. Nous allons construire une société meilleure. Regarde-moi, sale merde. Plus juste. Plus sûre. Mais une fois que je serai sous les verrous, le gouvernement va classer définitivement l'affaire. Vous devez continuer l'enquête. J'ai confiance en vous. Je connais votre histoire. C'est quoi ce bordel? On connaît votre histoire? On vous fait confiance? Mais vous êtes qui, putain? Oh!
Dans un futur proche, Paris a été divisé en 3 zones qui séparent les classes sociales et où l'intelligence artificielle Alma a révolutionné le travail de la police. Jusqu'à que son inventeur soit assassiné et que Salia et Zem, 2 policiers que tout oppose, soient forcés à collaborer pour mener l'enquête. Voilà le point de départ de Chien 51 de Cédric Jiménez, dans lequel on retrouve Gilles Lelouch et Adèle Exarchopoulos, respectivement Zem et Salia. Mais on a aussi un casting 5 étoiles qui entoure tout ça, puisqu'on retrouve Louis Garrel, Romain Duris, Valéria Bruni Tedeschi, que je sais jamais comment on le dit, Tedeschi ou Tedeschi, voilà. Question qui n'amène pas de réponse puisque j'en avais rien à faire. Tedeschi, voilà. Artus aussi au casting et encore plein d'autres. Je pense à Thomas Bangalter, une des moitiés des Daft Punk. Et Jeanne Herry aussi, ça m'a fait rire de l'avoir au casting, la fille de Julien Clerc et accessoirement réalisatrice. Thomas Bangalter, c'est le fondateur de l'IA qui se fait buter au tout début. Ah putain, c'est lui. Bon alors Costa, qu'as-tu pensé de ce nouveau Cédric Jiménez ? Il était déçu qu'il n'y ait pas la Daft Punk en BO. Tu peux regarder Tron pour ça. Bah, en vrai, le gros point rouge, énorme point rouge, c'est l'univers de Sim qui est juste catastrophique, quoi. En fait, honnêtement, c'est si ringard, ça m'a pas du tout, ça m'a tellement fait sortir du film. Après, moi, j'avoue, j'ai été pris dans l'histoire au milieu du film parce que le rythme et le montage, je trouve, marchaient bien. Et donc, j'étais pris par le récit. Et puis après, moi, la fin m'a tellement énervé, m'a tellement sorti que, en fait, c'est bon, quoi. Ils ont essayé de me rattraper et je me suis noyé. Effectivement, la déco, c'est 3 bâtiments rajoutés en post-prod, une pub avec Julien Pestel et 10 encens de Nature et Découverte. Donc, c'est un peu de l'abus. Et ouais. Est-ce que Jonathan faut encore croire au cinéma de Jiménez selon toi ? Je trouve que plastiquement ça reste toujours intéressant, que ce soit sur Bac Nord ou sur les autres films. Il a une science du montage, du rythme qui est toujours vraiment, je trouve, très très précise. Sauf que une fois encore, et je trouve que là c'est encore plus problématique, le film est complètement vidé de sa substance politique et le film, en fait, en adaptant le bouquin Chien 51 que je n'ai pas vu mais que je me suis renseigné quand même sur le sujet et sur ce que raconte en détail le livre. Jiménez, oui, a décidé de vider complètement la substance politique du matériau d'origine pour en faire un vulgaire thriller série B un peu ambitieuse sur la forme, et c'est tout, quoi. En fait, pour moi c'est vraiment le gros point noir du film. Et il y a un problème aussi de mise en scène, c'est-à-dire que à aucun moment on matérialise clairement la division en 3 zones. Moi je comprends pas. Mis à part montrer des petits décors de cartes, des trucs comme ça. Je comprends pas Paris. La ville de Paris est pas du tout, en fait, il n'exploite jamais le concept. Il a un concept en or de SF. Et en fait, dans tout bon film de SF qui se respecte, on pose un cadre, on explique un peu les règles, on explique comment ça marche et après on développe. Lui, non, il a décidé on ne va rien expliquer du tout. On commence direct dans une scène de course-poursuite et en fait le film veut essayer d'avoir cette espèce de course contre la montre, mais en fait il ne prend jamais le temps d'exploiter son matériel qui est passionnant. C'est un film quand même, c'est un livre qui est quand même qui est anticapitaliste, qui remet en cause aussi la destruction de l'écologie par l'homme. C'est un film, est-ce qu'il en parle Jamais. C'est bien le problème. Donc le livre de Laurent Godet, au passage on l'a pas cité, Chien 51. Il n'en parle pas parce qu'en fait tout ce qui l'intéresse c'est de filmer des drones et des intelligences artificielles et des populations opprimées. Il y a un fétichisme de ça dans son cinéma et moi je trouve ça insupportable, en particulier dans ce film. Et juste je voudrais revenir sur le montage parce que moi c'est le truc qui m'a le plus énervé du film. C'est-à-dire que je suis désolée, rythme ou pas, moi je rentre dans cette scène de course-poursuite, j'ai l'impression qu'il a joué à Amstramgram pour choisir des scènes. Vraiment, il était en mode « Oh tiens, je vais essayer ça. » Ça colle pas ensemble. Il n'y a rien qui colle ensemble, il n'y a aucun plan qui va ensemble. Ça fait un faux rythme qui coupe constamment. Et je suis désolée, il faut qu'on parle d'un autre truc dans ce film. C'est le sentiment d'inceste. J'ai l'impression d'assister à quelque chose d'incestueux. Pardon, vas-y. Donc tu parles de l'histoire d'amour entre Gilles Lelouch et Adèle Exarchopoulos qui sort un peu de nulle part. Franchement, à quoi elle sert ? Pas du tout en plus. Et qui fonctionne pas du tout. Et juste, mon Dieu, mais l'envie de vomir qui est remontée quand ils se sont embrassés, je dis non, c'est pas possible. Mais parce que ça arrive vraiment gratuitement. Tu vois, dans Bac Nord, à la limite, j'y croyais plus. Malgré effectivement l'écart d'âge entre les deux, mais là ça arrive comme un cheveu sur la soupe. C'était n'importe quoi. Et puis en fait, moi j'apprécie pas particulièrement ce réalisateur, mais juste
tout ce truc qu'il a avec le fait de filmer la police, je suis désolée, mais à chaque fois, il ne fait que ça. C'est-à-dire que ce soit la scène de fête, la scène à la fin de Révolution, c'est pas l'action qui l'intéresse, c'est la police. Il ne fait que ça. Il filme la police de long, en large et en travers. Il y a un espèce de fétichisme qui m'insupporte. C'est pas possible. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en plus, je trouve que dans ce film-là, au-delà du fétichisme, il y a une fascination en fait pour l'imagerie un peu totalitaire. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il filme. En fait, ça l'intéresse de filmer des flics, ça l'intéresse de filmer des drones, ça l'intéresse de filmer en haut les grosses zones, mais en fait, c'est des imageries qui sont totalitaires. En fait, il ne les remet jamais en question, alors que c'est le propre de son film, normalement. C'est le propre de son film, exactement. C'est une imagerie totalitaire qui, en plus de ça, est totalement déformée parce que personne n'ira croire une seule seconde en voyant la scène de manifestation à la fin que les flics vont juste rester immobiles et se laisser taper comme des glandus. Les flics vont être les premiers à gazer et à frapper tout le monde. Faisons un mur. Mais même d'un point de vue technique, cette scène aussi, je trouve que ça se voit qu'il y a 42 millions d'euros de budget, mais là... il est passé où l'argent? Dans le casting, dans la drogue? Ils ont juste un vague checkpoint, un point de contrôle. Mais du coup, c'est son seul décor un peu comme ça, et du coup, il le réutilise à la fin. Le film, il manque clairement de réalisme parce que entre les flics qui tapent pas les manifestants, ce qui normalement est le propre des flics dans le monde actuel dans lequel on vit malheureusement, mais il y a pas que ça, il y a aussi le fait que on a des drones qui parfois ont l'ultra instinct comme pas possible et des fois ils sont débiles et ne voient pas une personne qui est derrière une vitre ou derrière une étagère, ça n'a aucun sens. Mais le truc qui n'a vraiment aucun sens, il faut qu'on en parle 2 minutes, c'est Romain Duris qui tient plus de 24 heures en Premier ministre. Ça, c'est pas de l'intérieur, ministre de l'Intérieur. Voilà, c'est pas normal. Il ne peut pas tenir plus de 24 heures, ce n'est pas possible. Et puis même, en plus, juste pour parler de Romain Duris, juste rappelons-nous de... Pardon, ça va peut-être être un spoil. Est-ce que j'ai le droit de... Bah t'as dit que tu t'allais spoiler, donc vas-y. Bon, alors attention, je spoil. Juste la scène où Romain Duris est en face de lui, il est là. Quoi? Mais comment êtes-vous rentré? Je ne sais pas comment vous avez fait. Et la scène, c'est juste lui qui pète un carreau. Bah non, on n'y croit jamais. Genre, on a une ville ultra sophistiquée, ultra moderne, mais il n'y a pas d'alerte intrusion. Jamais. Dans la zone 1 qui est censée être la zone Aristo. C'est l'alerte intrusion de la maison du ministre de l'Intérieur. Il y a un moment... Non mais je pense qu'il y a un peu un côté de genre tellement c'est sécurisé qu'une fois que t'es dans la zone, pour eux, bah jamais il y a personne qui passe. Mais débile, c'est débile. Pardon. Je vais te prendre comme ça. Costa, tu voulais dire quelque chose. Après, comment dire, à la base, j'ai vu un article qui explique que ce film, il est pas fait pour les Français. Il est fait pour le marché international parce que même en plus ça se voit que Netflix a produit le film et ce genre de film parce qu'en plus le nombre de fois où on voit la Tour Eiffel, j'allais le dire. c'est pas fait pour du même niveau que Sous la Seine en fait. Justement, Sous la Seine, Paris, pas Sous le la Seine est adoré par les français. Américains, pas par les Français, c'est la même chose. Il va être adoré par les Américains, mais pas par nous. Mais tu sais, je trouve pas que les décors sont vachement mis tant que ça en valeur. Et même il y a certains effets spéciaux qui font peur. Sacré-Cœur, mais ouais, mais caché, tout ça, c'est pas... moi, encore une fois, je me demande où est passé l'argent. Et tu parlais du cinéma d'action. Tu trouves qu'il fonctionne bien, toi? Parce que moi j'ai l'impression que c'est filmé avec les pieds. Je trouve que frère Russo à côté, c'est Stanley Kubrick. Ouh là là. Je trouve que c'est pas le film où il est le plus inspiré concernant les scènes d'action. Bac Nord notamment était bien plus efficace et bien mieux monté. Mais je trouve qu'il y a quand même quelques trucs qui fonctionnent. Mais même là où il est le meilleur, c'est pas là où en fait le film est le plus intéressant non plus. Après c'est vrai que je veux pas lui porter non plus trop de procès d'intention, notamment au niveau politique, mais c'est vrai que même si j'aime plutôt bien ces autres films, même si Bac Nord le fond est assez pourri, mais il y a toujours une manière par contre de penser plus l'individu que le système, et en fait ça c'est un truc qu'on retrouve dans tous ces films. En fait c'est toujours un individu, il ne remet jamais en cause le système de la police, mais il va toujours dire qu'il y a un individu qui peut être problématique, et en fait c'est toujours la manière, voilà, est-ce qu'après on pense en termes d'individu ou en termes de système, c'est le vieux débat entre la gauche et la droite, mais c'est vrai qu'il a tendance quand même à toujours penser ses scénarios en termes d'individus et non pas de système. Et là, ça fait clairement défaut au film parce qu'il ne met en place que des individus, alors que le principe même de son film, c'est le système qui est pourri. C'est ce qu'il y avait beaucoup dans les films des années 90 américains d'action aussi, Michael Bay, tout ça. On en parle aussi dans le film que quand ils montent des dealers de drogue ou des machins comme ça, c'est toujours des Noirs et des Arabes.
Ouais, bon, ça c'est un classique. Après, ceci dit, voilà, ça peut être intéressant aussi de montrer évidemment que dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, si on devait réfléchir à un truc apocalyptique et avec une zone 3, évidemment qu'il y aurait des personnes racisées. Oui. Après, le problème, c'est qu'ils les incarnent jamais. Il y a jamais un personnage racisé qui a voix au chapitre dans le film, et ça, c'est un vrai problème aussi. Après, quitte à faire, autant peut-être juste pas les montrer, ce qui serait encore plus radical et peut-être moins problématique, parce que ça veut dire qu'en fait, dans cette société, juste ils sont même plus dans les zones, en fait, ils n'existent plus. Au fait, ce film, c'est Maxime juste. qui veut relancer, vas-y, non, mais rapidement. je termine juste en disant que ce film, c'est fait par un homme blanc cis hétéro pour des hommes blancs cis hétéros. C'est ce qu'on avait dit j'ai l'impression depuis le début aussi un petit peu. Mais vas-y, oui, tu voudrais ajouter aussi quelque chose tant qu'on y est. Pardon. Oui. Allez, vas-y. Tienne. Juste, en fait, je comprends la volonté du cinéma français de vouloir s'intégrer dans la mouvance de la science-fiction et du cyberpunk et tout ça. Et moi, je suis pour, il n'y a pas de problème, mais juste donner de l'argent à des gens qui savent faire. Parce que là, c'est insupportable. Et ne faites pas des patchwork de Blade Runner, les fils de l'homme, voilà. Non, cinquième élément, c'est le pire. Cinquième élément, c'est ça le pire, c'est qu'il s'inspire plus de ça que. J'aurais voulu vous poser une question sur la scène de karaoké du film. Oh là là. Juste parce qu'on n'a pas le temps, vous êtes pour ou contre? Alors, nous, on a rigolé sa mère avec Naomi. Pour ou contre, et le gars, il commence à. Alors, moi, j'ai envie de dire pour parce qu'on a bien rigolé, mais vraiment contre parce que c'est de la merde. Je vais juste dire que réussir à faire mal jouer Adèle Exarchopoulos est un sacré. Pourtant, elle a déjà fait plein dans sa carrière des scènes de karaoké. Oui, mais la faire mal jouer dans le film, c'est un sacré exploit. Et Costa contre. Mais j'aurais voulu que ce soit pour. Alors, vu qu'on parle de musique, il serait peut-être temps de passer à une pause en musique. Depuis le début de l'émission, je ne suis vraiment pas à l'aise. J'ai parlé d'une taupe, mais il y en a peut-être plusieurs. Et si ces taupes m'observaient toutes à l'heure actuelle? Ça me rappelle cette chanson du fils de Berry Gordy, l'inventeur de la Motown. Rockwell, voilà, c'était ça son nom. Ça devenait un truc du style I always feel like somebody's watching me. C'était pas mal, en très 80s. Puis il y a Michael Jackson qui chante le refrain en mode caméo non crédité. Ça c'est classe. Mais d'ailleurs, cette musique elle est pas reprise dans la bande-annonce de Chien 51. Si. Encore une fois, tout est lié, tout est connecté. Il faut absolument que je reste sur mes gardes. Le danger est partout, et même de Maxime. Taxi. Bon, non, peut-être pas Maxime. Allez, Simon, prends ton courage à deux mains, lance cette pause musicale et enquête sur cette conspiration pendant. Vas-y, mon grand, tu peux le faire. Tout de suite, c'est Somebody's Watching Me de Rockwell. T'es vraiment trop nul, Simon.
Vous pouvez chanter, vous pouvez vous faire plaisir. Je crois que ça fait plaisir aussi à Véro Laurent dans le chat, Rockwell. Vous êtes toujours dans The Cinéma Show, l'équipe, donc ça va, hein, vous avez apprécié la musique, ça c'est top. Et ben si vous appréciez la musique, ça tombe bien puisque on va s'intéresser maintenant à un film sur la musique. En tout cas, il y a une part de musique dedans. C'est deux pianos d'Arnaud Desplechin. Il y a encore combien de temps avant d'atterrir? 1 heure à peine. Qu'est-ce que tu allais faire à l'autre bout du monde? Tu es trop doué pour ça. Redis-le plus fort, ça, s'il te plaît. Tu es tout seul. J'ai vu Pierre. C'est merveilleux de te voir, ça fait combien d'années? À l'époque, je vous aimais tous les deux. Et t'as triché. J'étais dans le parc hier. J'ai levé les yeux. Je me suis vu. Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que t'as volé ça? Attends, t'as volé une photo de mon fils? Pourquoi tu montes ça maintenant? Va-t'en. Ce soir, tu vas jouer pour moi. À ma place. Non. Je vais arrêter. Je peux pas vivre avec ça. Tu vas apprendre. Qu'est-ce que t'attends? Toi. Tu voulais pas de moi? Non. Et tu veux toujours pas de moi? Non. J'attendais beaucoup plus. Tu es médiocre. Je veux du travail. Je préfère être seul. Comme toi. Tu es tout seul. Sois brillant demain soir. Je sais pas ce que vous voulez réparer, mais parfois dans la vie, il faut laisser les choses foutre le camp. Pourquoi t'as jamais essayé de m'enlever? Mathias Vogler rentre en France après un long exil. La mentor de sa jeunesse, Elena, souhaite qu'il donne une série de concerts au piano à ses côtés à l'Auditorium de Lyon. Mais dès son retour, une rencontre avec un enfant qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau, son double, plonge Mathias dans une frénésie qui menace de le faire sombrer et le mènera à Claude, son amour de jeunesse. Donc dans le rôle de Mathias, on retrouve François Civil. Dans le rôle de Claude, Nadia Tereszkiewicz, et dans le rôle d'Elena, Charlotte Rampling. On retrouve aussi au casting Hippolyte Girardot, Jonathan. Alors, est-ce que tu es fan déjà du cinéma d'Arnaud Desplechin? Je suis pas fan, mais il y a plein de choses que j'aime bien. Je trouve qu'il a son rapport au romanesque est assez intéressant et arrive à me toucher dans la plupart de ses films. Quelque chose que je retrouve là, que je trouve assez beau, mais c'est un film en fait qui est très inégal en fait. Il y a plein de choses il y a plein d'idées intéressantes, il y a plein de choses qui sont belles, mais il y a beaucoup de choses qui sont ratées et inégales. Du coup, ça donne vraiment une sensation un peu mi-figue, mi-raisin, quoi. Mais j'ai une question pour toi. Est-ce que tu sais ce que veut nous dire le film? Qu'est-ce que veut nous raconter justement, le film? c'est le problème, c'est que je sens qu'il y a différents fils narratifs qui sont hyper intéressants. Le rapport avec sa mentor, sa prof de piano, qui est très vite évacué au final. Oui, alors que le personnage aussi est passionnant. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'il y a plein d'idées. Ça, c'est passionnant. Le rapport à l'affiliation est passionnant, de l'affiliation cachée en plus, d'autant plus. Le rapport à l'amour impossible. Il y a plein de thématiques qu'on connaît, qu'on a déjà explorées dans l'univers du cinéma, mais qui sont intéressantes. Mais je trouve que tous ces films narratifs s'entremêlent très très mal et du coup voilà, ça donne vraiment un film, en fait on sait jamais vraiment où on va. Moi je suis jamais sorti du film, j'étais toujours plutôt bien, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a vraiment plein de trucs qui vont pas. Après je trouve que le début est assez intéressant sur espèce de, le fantastique qui s'immisce un petit peu avec la figure de François Civil, qui est un peu comme un ange de la mort qui erre dans les rues de Lyon. J'étais assez surpris par ça et j'ai trouvé ça assez intéressant, et pareil, c'est dommage qu'il l'exploite pas plus. Effectivement, les 20 premières minutes du film, j'ai trouvé super intéressantes. Là, tu fais écho à la scène du parc, mais même la première scène de piano, l'énergie qui est déployée pour la filmer, je la trouve assez surprenante. Oui, et pour un autre point positif du film, je trouve quand même que la photographie est vraiment très belle. C'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup séduit. Il y a une tonalité, une chaleur que je trouve vraiment très intéressante. Après, voilà, le reste, je trouve qu'il y a plein de choses qui vont pas. Il y a le rapport aussi au jeu d'acteur, où en fait, il y a un moment donné où François Civil il est incroyable, et la séquence d'après, il est nul. Mais il ne joue pas tous dans le même film, en fait. Exactement. Pas tous dans le même film. C'est pas cause d'eux, hein. C'est cause Girardot, en fait, n'est pas dans le même film que les autres aussi. Ah oui. C'est incroyable. Son personnage est hyper intéressant, mais il n'est pas avec les autres, en fait.
fait. Donc voilà, il y a plein de petites pétouilles qui fait que le film peut pas en fait nous porter émotionnellement, je trouve, parce que voilà, au moment où on est dedans, après on sort du film, on est rededans, on ressort du film, c'est un peu compliqué, quoi. C'est très bizarre par moment. Même l'enfant, il lui parle comme s'il avait 4 ans alors qu'il a bien 10 ans. Il y a un ton très chelou. Costa, je t'ai vu hocher la tête plusieurs fois pendant en négatif pendant que Jonathan parlait. C'est pas très beau, honnêtement. C'est que en fait, ils ont su faire une belle image parce que il y a une équipe technique, il y a du budget. Mais il n'y a pas de proposition de mise en scène, de cadre intéressant. Et moi, je comprends le côté où en fait, il y a une structure où en gros, la chef d'orchestre qui disparaît dans le film et au milieu, il y a le personnage de Charlotte, j'ai oublié son nom, pardon. Dans le laquelle film. Charlotte Nadia Tereskevich qui apparaît. Donc il y a un côté un peu de mort. Il remplace la vieille par la jeune. C'est ça, exactement. C'est ça. Il y a un peu un côté de mort renaissance, mais en fait c'est pas intéressant. Le problème c'est que il essaie de nous faire attacher à ces personnages. En fait on n'y croit pas du tout. Ces sujets ils sont tellement pas intéressants. J'arrive pas à comprendre comment on a pu donner de l'argent à ce genre de sujet, surtout qu'en plus Arnaud Desplechin. Mais oui, mais pour moi c'est le problème, c'est que Desplechin c'est le genre de cinéaste qui a permis au cinéma d'auteurs français de se dire on est toujours là dans les années 90, dans les années 2000, et je le mets au même titre que des mecs comme Clapiche. Moi je suis pas hyper fan, que François Ozon, et tous ces noms ça me fait vraiment pas bander, tu vois, quand je les vois. Pour moi c'est un cinéma hyper bourgeois, élitiste, très parisien. Et c'est marrant que ça se passe à Lyon, le film, puisque Lyon, c'est vraiment Paris bis. C'est vrai qu'il le filme un peu comme Paris. Ah oui. Après, c'est un cinéma bourgeois, certes, mais il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Dans Roubaix une lumière, il y avait je l'ai pas vu celui-là. Voilà, les premiers films de Desplechin sont intéressants aussi. Hein. Oui, c'est juste que quand je vois écrit son nom, je suis pas en mode ah ouais, hâte. C'est vrai qu'il y a des problèmes de caractérisation de personnages aussi, parce que je pense à celle qui joue l'amie de Nadia, Christine. Elle s'appelle Christine dans le film. Voilà, mais j'ai son nom. Judith, son nom. Non, c'est Judith. Judith, ouais. Ah oui, c'est Alba Gaia Bellucci, la sœur de Jalita. Super actrice. Caractérisation du personnage, elle veut juste baiser François Civil. Non mais c'est ça. Elle n'a aucune autre fonction que ça. Après, ceci dit, je peux comprendre la fonction. Toi aussi, tu aurais cette fonction face à François Civil. Mais c'est vrai qu'il y a des problèmes comme ça, en fait, d'épaisseur de personnage où on a du mal à comprendre les motivations, quoi. Alors, Naomi, vas-y. Oui, alors je prends cette opportunité pour rebondir sur quelque chose. Smash. Déjà, Smash, évidemment. François Civil est un énorme Smash. Après, pas dans ce film. Alors, moi, il m'a énervé, il m'a tellement énervé. Alors, Smash, j'ai pas le langage de c'est mon moment de parler. S'il vous plaît, merci. François Civil, c'est trop un banger, hein. Non. Franchement, à dire des trucs comme ça, t'es cringe. Oh là, ok, je vais reprendre la parole. Il va faire pire que moi. Bon, Naomi, alors François Civil. Oui. Non, en fait, je voulais pas parler de François Civil à l'origine. Je voulais parler de Arnaud Desplechin et son rapport au personnage féminin qui est absolument et systématiquement catastrophique. Vraiment, dans ce film comme dans tous ses autres films, et en particulier Spectateur, Arnaud Desplechin ne sait pas écrire des personnages féminins. Vraiment, il ne sait pas faire. C'est compliqué pour lui de considérer qu'une femme peut exister autrement qu'à travers un homme. Et ce film a prouvé que pour Arnaud Desplechin, pour qu'une femme existe en dehors d'un homme, il faut qu'elle soit lesbienne. Donc il faut que les hommes soient absolument en dehors de sa vie finalement. Et elles sont même méchantes entre elles. Il y a la scène où Nadia Tereskevich elle dit t'es qu'une pute. Et la scène d'après où elle la revoit pour la première fois, elles sont hyper potes. Oui. Dans un cimetière. Et ils poursuivent un gosse. C'est le film. Mais donc, il y a toujours ce truc-là dans le cinéma de Desplechin qui me déplaît. C'est ce rapport au personnage féminin qui est très déplaisant. Après, en fait, moi, je suis partie voir ce film avec l'idée que j'allais absolument haïr ce film, enfin vraiment haïr de tout mon être. Et il y a quelque chose dans le film qui a fonctionné. Alors, c'était juste des toutes petites scènes, parce que pour moi, le film, il y en a deux, il n'y a pas qu'un seul film. Il y a le film qui fait avec sa mentor et celui qui fait avec Nadia Tereskevich. Merci. Oui. Et en fait, dans les deux, il y a quelques petits trucs à récupérer quand même. Et en tout cas, pour la partie où elle est avec son mentor, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'il aille chercher ce personnage, parce que pour moi, elle était hyper intéressante. J'aurais voulu comprendre ce qui l'a tourmenté plutôt que lui. Et je voudrais juste
revenir à François Civil 2 minutes. Ce n'est pas un acteur pour Arnaud Desplechin, c'est une catastrophe parce que malgré le fait que j'apprécie beaucoup François Civil, les dialogues ne lui vont pas, le jeu d'acteur que demande Desplechin ne lui va pas. Du coup, ça crée un énorme décalage qui se ressent dans la relation qui est censée être passionnelle avec Nadia, je sais toujours pas dire ça. Taskevitz. Tu peux dire Claude, son rôle dans le film. Exactement. Il n'y a absolument aucune alchimie entre les deux acteurs, ce qui fait que ça crée un énorme décalage entre spectateurs et les personnages qui sont censés vivre un amour passionnel à laquelle on croit autant que celui dans L'amour ouf de Gilles Lelouch. Vous ne croyez pas non plus. Bon. Bah, c'est bien ce que je dis. Maxime, toi, qu'est-ce que tu as pensé de Deux pianos ? Bah, on a vu le film en même temps et je pense sincèrement que si on m'avait mis devant un tabouret pendant 1h40 en m'arrachant les ongles au cutter, je pense que ça aurait été plus intéressant et que ça aurait délivré un meilleur message que ce film. Non, sincèrement. C'est sur ces beaux mots. Voilà. Non, sincèrement, j'en ai eu strictement rien à foutre du film. Vraiment, de A à Z, les personnages me passionnaient absolument pas. L'histoire, j'en avais rien à foutre. Toute l'intrigue avec le mentor, tu pouvais l'enlever du film, que ça aurait autant de sens. C'est-à-dire aucun déjà de base. Et puis bon, bah sincèrement, moi je leur dis encore une fois, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais bon, moi les scènes de sexe, j'en ai ras le cul dans le film. Jeu de mots, c'est drôle, c'est très drôle. Mais franchement, non, moi ça me saoule au fait. Et la seule scène qui m'a décoché, pas un rire, un rictus, allez tout au plus, c'est la scène où vraiment on a François Civil comme une merde qui s'éclate par terre et qui se prend la porte de l'ascenseur dans la tronche. C'est au tout début ça. C'est au tout début. Pas censé être drôle du coup. Qui est pas censé être drôle. Moi j'ai rigolé, mais parce que j'essaye de trouver un sens à ce film et il y en a pas. Et il y en a pas parce que ce film il ne sert à rien. Arrête de faire des films. On a vraiment non. pas trop kiffé du coup. Non. Hugo, ancien de l'émission, nous demande s'il aura une place au César. Ce film, vous voyez qu'il non, mais par contre, François Civil, il y a peut-être moyen. Ah non plus. Non, je suis désolée. On en reparlera en temps en heure. Pas pour ce film. Moi, je dis peut-être dans le flop de l'année. Super Maxime. Tu disais qu'il y avait plein de films dans le film. Moi, il y en a un que j'aurais voulu voir. C'est le buddy movie entre Hippolyte Girardot et François Civil quand ils se barrent à Rome à la fin. Oui. Ça, c'est ça le film que je voulais voir. En fait, ça commence à être intéressant quand le film s'arrête. Donc, faut faire 2 pianos 2. Voilà. Mais c'est pour ça. C'est 2 pianos 2.0. 3 pianos parce qu'il a cassé le 1. Bon, allez. Troisième film de la soirée maintenant. Et deuxième film de la soirée. Deuxième film qui ne nous a pas convaincus, de piano. Est-ce que le troisième va nous éviter un 100%? Toute la pression est sur le premier long métrage de Kristen Stewart, The Chronology of Water. Hey, can't sleep, huh? Yeah, me neither. Come here. I want to talk to you. It was my voice who left. Hey, look at me. Sometimes I think it arrived on paper. Hey, honey. I wanted to write. I want you all to be winners. Disappear into your imagination. Nobody's in the room but you and that pen. I love you, and whatever you want to do, I'll support it. That's it. When there are no words for the pain, let your imagination change what you know to plan. How many miles does it take to swim to a self? Ayant grandi dans un environnement ravagé par la violence et l'alcool, la jeune Lydia, jouée par Imogen Poots, peine à trouver sa voie. Elle parvient à fuir sa famille et entre à l'université où elle trouve refuge dans la littérature. Peu à peu, les mots lui offrent une liberté inattendue. Voilà le synopsis pour ce premier long métrage de Kristen Stewart. C'est pas son premier film, puisqu'elle avait fait plusieurs clips, plusieurs courts métrages, notamment un qui s'appelait Via nager et qui était déjà expérimental, puisque ce film-là dont on va parler joue un peu sur l'expérimental. Donc toi, Naomi,
tu souhaitais commencer sur le film. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, il faut savoir que quand j'ai lu le synopsis du film, je m'étais imaginé un film en tête. Et quand je me suis retrouvée devant cette scène d'intro avec des cuts noir, image, je me suis dit, ok, c'est pas du tout ce que j'avais imaginé. À quoi est-ce que ça va ressembler ? Et j'ai passé un long moment devant le film à me dire, mais pourquoi je suis là ? Pourquoi est-ce que je m'inflige ça ? Parce que le film est d'une violence sans nom, montre des choses que je n'avais pas envie de voir, mais me les impose quand même. Et en fait, pendant le film, j'ai eu comme une espèce d'épiphanie. Et alors là, je vais vous demander de vous accrocher, parce que si vous n'avez pas fait de philo depuis la terminale, vous inquiétez pas, je suis là pour vous accompagner. J'ai pas fait philo depuis la terminale. Moi, Emma, L3 de philo, et mes 2 ans de prépa lettres avec le thème de la métaphysique. Alors, il y a un moment dans le film où la personnage principale explique pourquoi elle a choisi le nom The Chronology of Water. Et en fait, d'un coup, ça m'a tiqué comme ça, de pourquoi le film était fait comme il était fait. Et en fait, en philosophie et en métaphysique, il y a quelque chose qu'on appelle l'ontologie. Et on oppose l'ontologie avec la chronologie. L'ontologie, c'est l'étude de l'être en tant qu'être. Et on parle d'un ordre chronologique et d'un ordre ontologique. L'ordre chronologique est un ordre linéaire. Et en fait, le film, il propose une réponse, je dis bien il propose, c'est pas une réponse, mais il propose une réponse à comment on imagine un cinéma qui n'est pas linéaire, mais qui est ontologique. Donc, qui traite de l'être. D'accord ? Je suis désolée, c'est un petit peu compliqué, mais... c'est trop cool. Et en fait, c'est pour ça que le film n'a absolument aucune linéarité, qui ne joue pas du tout sur le temps, qui joue pas du tout sur la construction de personnages logiques, qui n'a aucune logique. C'est parce qu'en fait, ce n'est pas un film chronologique, c'est un film ontologique. Et moi, j'ai trouvé ça magistral de proposer une réponse, parce qu'il y en a très peu. Et c'est une très très grande question du cinéma qui essaye de se libérer de sa nature linéaire et temporelle. Et j'ai trouvé que c'était quand même quelque chose qu'il fallait donner à Kristen, parce que c'est beau. Bon, Naomi, j'ai un truc à te dire quand même. J'ai pas eu besoin de faire 3 ans de philo pour voir que c'était pas un film chronologique. Chronology of Water. Non, mais bien. Bien sûr. Non, mais. Non, mais c'est parce que le concept de l'ontologie, c'est une étude un peu je comprends. Donc, Alors, j'ai trouvé ça extrêmement pertinent. Est-ce que tu peux répéter à partir de. Je vais vous expliquer le film. Oh, quel con, quel con. Alors, je te permets pas. Si t'as quelque chose à me dire, vas-y. J'ai pas quelque chose à dire. T'as une réponse à apporter sur le film, peut-être ? Je peux au moins en parler un petit peu. Pour ce qui est du film, alors visuellement, je trouve, au fait, je compare un peu peut-être ce film à La Tour de Glace avec Marion Cotillard qu'on a vu il y a quelques semaines à la radio. Visuellement, on a peut-être un des films les plus ambitieux qui essaye de faire beaucoup de choses avec beaucoup d'effets, cet aspect très pelliculaire, image carrée, image qui est dégradée, un son qui est parfois extrêmement distordu, avec des images justement sur lesquelles on joue, où on les cut très rapidement, notamment ce début-là où au début je me suis dit merde, la pellicule elle a planté, c'est pas possible. Mais on n'est plus en pellicule depuis longtemps. Ouais, mais voilà. Mais je trouve que le film a tendance, alors au début c'est génial, mais au fait il a tendance à trop l'utiliser, l'exploiter, limite à ce que ça devienne un tantinet indigeste sur la fin, où c'est ce truc un peu d'image, de trucs comme ça. Je me suis dit, alors oui c'est bien, mais là le film se répète et ça m'emmerde un peu. Je trouve qu'il y a... Oui, parce qu'il veut casser la linéarité. Ouais, mais tu peux le faire tout en continuant à garder une espèce d'innovation dans ce que tu fais, parce qu'il y a des choses qui sont géniales, mais le problème c'est qu'à partir d'un certain moment où ils ont commencé à bien exploiter le truc, on arrive à un stade où il n'y a plus trop d'innovation et vraiment ça n'arrive pas à se renouveler dans ce qu'il est de bon, au fait, le film. Effectivement, la fragmentation, elle fonctionne bien, et moi je l'ai aussi compris comme le personnage qui est finalement cassé, et donc c'est une fragmentation retranscrite directement à l'image, mais le dispositif, je trouve qu'il met une telle distance avec le public que j'ai éprouvé aucune empathie en fait envers ce personnage. Je sais pas si c'est quelque chose que vous avez ressenti aussi, vous, autour de la table. Je suis d'accord sur le côté un petit peu indigeste. Après, voilà, je suis assez impressionné, moi, quand même, par la mise en scène du film, que je trouve assez virtuose, assez osée. Voilà, ce côté très fragmenté, ça lui donne quand même aussi une sensorialité, une physicalité. C'est-à-dire que c'est un film où, en fait, un peu doloris, quoi. Il y en a pas deux. Et puis, c'est que des gros plans, quasiment, pendant tout le film. Ce sont au niveau de l'image, mais au niveau du son. Le son est vraiment très
très très fort, et du coup voilà, il y a vraiment tout un truc sur la sensualité qui est assez intéressante. Après c'est vrai que je trouve que voilà, le film des fois est un peu indigeste, même si je trouve quand même que la proposition de base est quand même très intéressante, et assez culottée quand même pour un premier film. Faut pas l'oublier que ça reste un premier film, tout Kristen Stewart qu'elle est, et donc du coup il y a une vraie proposition de cinéma que je trouve ça serait dommage de bouder pour les raisons qu'on a évoquées. Costa, pour clore le bal. Alors, j'avoue que moi, en fait, pour moi, il y avait juste... Alors, c'est plus le côté technique qui m'a dérangé, où j'ai trouvé que c'était un film bien trop stylisé et sans forcément de justification dans ce style. J'ai pas trop compris pourquoi, en fait, elle a utilisé toutes ces mises en scène. T'as pas écouté Naomi, du coup ? De quoi ? Elle l'a expliqué un peu. Mais non, mais t'inquiète, tu n'es pas seul hein, sur le live. Il y a aussi des gens qui n'ont pas compris, mais j'ai préféré pas en parler. Non, mais il n'y a pas de problème. Hein, on fait un after après. Justement, ça parle d'autre chose là pour toi, non ? Enfin, pour toi, ça parlait plus du récit. Là, je parle plus des techniques, là, non ? Ah non, pour moi, c'était l'entièreté du film, autant la réalisation que le récit, que le traitement des personnages. C'est vraiment une réponse à comment on fait du cinéma autrement. Mais alors, d'accord, mais cette réponse, je l'ai pas forcément aimé. C'est ça en gros. Ah oui, c'est pour ça que j'ai dit c'est une proposition, voilà. C'est pas une réponse, c'est une proposition. Mais du coup, je suis plus en fait quand tu dis quand c'est pas linéaire, dans quel sens ? Parce que dans ma tête pour moi, c'est linéaire, je veux dire ça va d'un point A à un point B, tu vois ce que je veux dire ? Ça va à un point B. Moi je trouve que dans ma tête, ça suit un fil assez logique. Mais je pense qu'il y a un fil parce que c'est un film de fiction et c'est un film de cinéma, elle est obligée de faire ce fil-là. Elle est obligée, mais n'empêche que, en fait, c'est juste, moi, ça m'a rappelé d'une manière ou d'une autre les films de Godard, même si j'en ai pas vu énormément. Godard, il avait aussi cette volonté-là de casser la nature du cinéma, et pour moi, on retrouve ce truc. Alors oui, elle va d'un point A à un point B, sauf que le point B, on l'atteint quand même extrêmement tard, c'est-à-dire dans les 10 dernières minutes du film, et même on n'est pas très très sûr que le point B ait été atteint, parce que vraiment il y a ce principe-là de casser jusqu'au bout, mais tout casser quoi. Et on l'a pas dit, en plus c'est basé sur les mémoires vraiment de Lydia Yuknavitch qui était parue en 2011 et qui s'appelle The Chronology of Water, donc c'est une adaptation d'un récit autobiographique assez particulière. Mais c'est vrai qu'en plus, pour représenter le traumatisme évidemment au cinéma, ça c'est assez intelligent en termes de mise en scène, c'est que les traumatismes en fait souvent c'est des bribes de souvenirs, il y a quand même aussi beaucoup de déni, il y a beaucoup de choses comme ça, et du coup le film, le fait de fragmenter et de le rendre très sensoriel, ça participe je trouve aussi à cette réflexion là, notamment sur l'adaptation du bouquin qui a pas l'air joyeuse. Non, effectivement. Sa vie aussi avait pas l'air joyeuse. Oui, mais c'est ce qu'il vient de dire à travers. Mais non, mais du coup, je comprends ton analyse et tout, mais en vrai, moi, j'ai pas du tout ressenti comme ça. J'ai l'impression d'avoir vu une edit Insta de 2 heures, quoi. Ouais. Et en fait, et pourtant, le sujet, en vrai, honnêtement, je pense juste, c'est que j'aime bien des films qui sont beaucoup plus naturalistes, et le sujet était hyper intéressant, et en fait, ce côté indigeste m'a sorti du sujet alors que j'aurais aimé... Bon, je pense qu'on a compris que vous êtes d'accord sur ça. Mais oui, mais le temps file, les amis. On s'en fout de piano, on aurait dû garder ce film. Je pense qu'on a fait autant sur les deux. En tout cas, j'ai l'impression que c'est un film c'est celui qui a été le plus aimé peut-être autour de la table ce soir. Oui. Bon, est-ce qu'un film étudiant de Polva sera top 1 de la semaine cette semaine ? Réponse après les tops. Oui, je suis un peu piquant. Je suis un peu méchant de temps en temps. Costa, ton top 1 de la semaine. The Water. Chronology of Water, ok. Chronology of Water. Ok. Ontologie of Water. Maxime. Marcel et Monsieur Pagnol. Très bien, tu vas nous en parler juste après que je vous donne mon top 1. Chien 51, mais c'est vraiment par défaut. Oui, c'est le top en partant d'en bas. Quoi, c'est le top vraiment en partant d'en bas. C'est dire la semaine. C'est le top des chiens. T'as pas aimé Chronology of Water du coup ? T'as vraiment pas aimé ? Non, j'ai pas aimé. Ok. Non. Marcel et Monsieur Pagnol, tu l'as vu Maxime, je pense que t'es pas le seul. Oui, moi aussi donc, je l'ai vu. Allez, un petit mot chacun. Film d'animation sur la vie de Pagnol, notamment sur son arrivée dans le cinéma à ses débuts. Je trouve ça plutôt passionnant, c'est un très bel hymne
au cinéma et à ce qu'on peut apporter dans le cinéma, notamment quand on vient d'un autre milieu, donc en l'occurrence le théâtre et l'écriture. Et puis ça arrive à être drôle à certains moments et ça arrive vraiment à nous emporter. Non, franchement, c'est très bien. Puis on voit qu'au doublage ils sont amusés aussi. Naomi, un mot rapide sur le film. C'est vraiment tout doux, ça fait du bien, c'est un film qui fait du bien. Nous, on a été le voir dans une séance tôt, en plus c'était génial d'aller le voir le matin, c'est tout doux et puis j'ai appris plein de trucs sur Pagnol. Ok, Jonathan. Alors moi j'aime beaucoup le cinéma de Sylvain Chomet. Je trouve que c'est vraiment son œuvre la plus faible, même si visuellement et c'est un film très agréable à regarder. C'est lui qui avait fait les triplettes de Belleville aussi. Et L'Illusionniste aussi sur le cinéma de Jacques Tati, qui est vraiment magnifique. Et je trouve que le film est très, très agréable à regarder, mais qu'il est un peu vide. Et en fait, le fait de passer d'une époque à l'autre de manière très rapide, ça lui donne un petit côté Wikipédia que je trouve vraiment dommage, parce qu'il y avait une matière de récit plus intéressante que ce qu'il propose. C'est très linéaire dans le temps. Est-ce que c'est The Chronology of Marcel Pagnol? Est-ce que vous avez vu d'autres films avant de répondre à Maxime? Et on ne répondra pas. Non, pas de Black Phone 2. Personne n'a vu Le Jour J avec Kev Adams? Le film sur les nazis avec Didier Bourdon, non merci. Même sous la torture, je ne le regarderai pas. Alors, le top général de la semaine de l'équipe. En 3e position, on retrouve Chien 51 de Cédric Jiménez. Merci, il est que 3e, merci. En 2e position, on retrouve The Chronology of Water de Kristen Stewart. Et premier et top 1 de la semaine, le seul film dont on n'a pas parlé, Marcel et Monsieur Pagnol de Sylvain Chomet. Je sais encore gouré sur le programme, voilà. Non, parce qu'on le savait déjà à peu près que ça allait faire ça. Ouais. Encore une fois, je vais pas expliquer les choix éditoriaux ici maintenant, on n'a pas le temps. Deux pianos est donc hors de notre top, carrément. Carrément. C'est pas très glorieux. Hein. Comment se fait-ce? Mais le film, il avait été présenté au Festival Lumière, qui s'est tenu du 11 au 19 octobre dernier. Et vous avez pu suivre tout ça avec Jules, Inès et leurs aventures, hein, donc sur place sur nos réseaux sociaux. Et bien, cerise sur le gâteau, Inès est avec nous aujourd'hui. On en parle juste après. Nous déclarons Lumière. Qu'est-ce qu'il raconte? 2025. Le Festival des cinémas de Lyon était des métropoles de Lyon ouvertes. Facile. Salut Inès, ça va? Salut, ça va et toi? Bah ouais, contente de te revoir en plateau maintenant. Donc rapidement comme ça, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience au Festival Lumière? Une très très belle expérience, par contre très fatigante parce qu'on a vachement enchaîné avec Jules. On a enchaîné 3 voire 4 films par jour et en plus à la fin de la journée on avait un montage à faire pour les récaps, donc très fatigant mais hyper intéressant parce que c'est hyper varié en termes de films et de cinéastes. Et alors, ton moment un petit peu marquant pendant le festival, c'est quoi? Alors, j'hésiterais entre Nathalie Portman, que j'ai vue en avant-première, où j'ai pu la prendre en photo vu que je me suis immiscée dans la presse audiovisuelle, ou justement la place de Jules, qui justement, lui, a réussi à être au devant de la scène avec toute la presse audiovisuelle. On a demandé comme ça aux gens et voilà, on a réussi à avoir des portraits hyper classe. Bah ouais, vous avez eu l'air de bien vous amuser et c'était top aussi ce que vous avez fait sur nos réseaux. Vous pouvez encore une fois retrouver tout ça. Très cool. Et alors vous avez une petite interview bonus pour nous. Oui, Tu peux vas-y nous la présenter. Eh ben, on a eu la chance d'interviewer Philippe Rouillet. Ça s'est fait comme ça au culot. On sortait de Crossing Guard, de film de Sean Penn, et Jules dit putain, derrière toi il y a Philippe Rouillet quoi. Et du coup on lui tape à l'épaule, on dit tu peux répondre à quelques questions, et il a fait bah ouais, pas de souci, venez d'abord dans la salle filmer ma présentation et après pas de souci quoi. Bah c'est trop cool, on va s'écouter ça tout de suite. Merci encore une fois Inès. Merci à vous surtout. Merci Jules aussi pour ces moments, de nous avoir fait vivre de l'intérieur le Festival Lumière, et on s'écoute tout de suite votre interview avec Philippe Rouillet. Super. Bonsoir à tous. Bon, je suis peut-être pas là ce soir, mais je vais vous présenter l'interview parce que on va pas se mentir, c'était notre toute première avec Inès. Ça s'est fait très rapidement sur le moment. L'image est pas forcément très belle, et pour ceux qui nous écoutent à la radio, on n'introduit pas Monsieur Philippe Rouillet, donc je vais faire le travail qu'on n'a pas fait sur place pour que ce soit plus agréable, que vous ayez un peu de contexte. Donc Philippe Rouillet, c'est un journaliste historien du cinéma assez réputé. Le monsieur fait quand même partie des rédacteurs du magazine Positif, qui est édité 100% par l'Institut Lumière. Il est aussi un journaliste qui participe à l'émission Canal Le Cercle. Il participe aussi à différentes émissions sur France Inter, France Culture.
Et c'est un habitué du Festival Lumière. Et donc ça a été l'occasion pour nous d'échanger avec lui sur son rapport au Festival Lumière, mais aussi au cinéma en général. Profitez-en bien. Vous êtes un habitué du coup du Festival Lumière. On voulait savoir quelle place particulière ce festival il occupe pour vous. Ah bah, ce festival, c'est le rendez-vous de l'automne. Hein. Je veux dire, c'est à la fois le festival du patrimoine où on découvre des films anciens, des choses. Alors, par exemple, les films de cette année, les films de Louis Jouvet. Voilà, mais Martin Ritt, c'est beaucoup plus rare. D'ailleurs, le festival a fait tout un travail pour restaurer des copies. Et puis, il y a toujours des perles qui viennent des cinémathèques du monde entier. Cet après-midi, je voyais un film tchèque. Oui. Dont je ne connaissais pas l'existence. Voilà, c'est ça qui est extraordinaire. C'est vraiment un moment de découverte et puis de partage. Je veux dire, je retourne voir à toute épreuve le film de John Woo et la surprise, c'est qu'il est à la fin de la projection et puis il vient faire un petit Q&A, pas avec la salle, mais avec Didier Alouche et Thierry Frémaux. Et voilà, on passe 20 minutes avec John Woo qui parle du film. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et c'est ça le festival, c'est un moment où tous ceux qui aiment le cinéma sont là, se retrouvent, voient des films, parlent des films toute la journée. Et c'est pour ça que c'est bien aussi qu'il y ait des films récents. Il y a quelques avant-premières prestigieuses, et puis les gens viennent, et puis ils présentent leurs films récents, mais ils présentent aussi des films plus anciens. Et puis évidemment, chaque année, il y a le Prix Lumière qui est quand même quelqu'un de toujours très très prestigieux dans le cinéma, mais qui est là. C'est pas là pour le coup, c'est pas quelqu'un. Martin Ritt, il est mort. Là, Michael Mann, il est là et bien là, et c'est une chance inouïe pour les cinéphiles de la France entière. Hein. Je pense qu'il y a ceux de l'agglomération lyonnaise, mais il y a ceux qui sont venus de plus loin pour voir Michael Mann. De Montpellier. Voilà. Et du coup, vous avez pu assister à quelques séances, quelques événements. Vous savez, je reste très peu de temps. Hein. Je reste 48 heures. Aujourd'hui, voilà, je suis arrivé ce midi. J'ai une présentation de film. Demain, j'anime une conférence sur ma revue Positif. Donc, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses. Voilà. Mais voilà, ça ne m'empêchera pas le soir d'être à la remise du Prix Lumière Michael Mann. Et du coup, j'imagine que c'est l'événement que vous attendez. Oui, en même temps, Michael Mann, j'ai déjà vu. La revue a fait un numéro spécial il y a un an. Enfin, voilà, mais parce que c'est un peu différent. Nous, on est des critiques de cinéma, donc on a plus l'occasion de voir les gens. Mais c'est vrai que ça va être un événement assez exceptionnel. Donc vous, votre rôle, c'est du coup de faire des présentations sur cette séance. Les deux, c'est à la fois je suis là pour présenter des séances ou animer des rencontres, mais aussi pour voir des films. Je suis journaliste de cinéma, et donc découvrir des films pour moi, découvrir des films sur lesquels je vais écrire. Et donc parmi les restaurations qui sont présentées au festival actuellement, est-ce qu'il y en a une qui a un coup de cœur j'ai été content de revoir des films de Martin Ritt. Et je vais revoir en salle samedi matin Traître sur commande, Molly Maguires, qui est peut-être un de ses meilleurs films, mais que j'ai jusqu'ici vu en DVD. Et ça va être un bonheur de voir une restauration dans une salle de cinéma. Vous êtes à la revue Positif. Est-ce que du coup, il y a un... C'est quoi votre lien avec le Festival Lumière par rapport à cette Alors, la revue est éditée. La revue est éditée par l'Institut Lumière. Les rédacteurs possèdent le titre et on a un contrat d'association. Et c'est la revue qui édite. D'accord. Voilà. C'est l'Institut Lumière qui édite la revue. Donc vous êtes sur tout le festival et... Oui, mais pas que sur le festival. Enfin, je veux dire, il y a un compte-rendu du festival et voilà, c'est tout. C'est la première année où je suis venu au festival, l'Institut n'éditait pas la revue, mais j'étais quand même invité en tant que journaliste et pour faire des présentations de films. J'ai animé une radio ici. Il y avait la radio Lumière autrefois. Et vous pouvez aller la chercher dans les archives. Vous allez sur le site du festival et il y avait 4 à 5 heures d'émission par jour. Et j'étais là les 10 jours et là pour le coup je faisais très peu de séances parce que on recevait les gens. C'était assez passionnant. Hein. Du coup ça fait des années que vous le faites. Est-ce qu'il y a vraiment vous avez un souvenir plutôt marquant du festival en particulier? Alors les souvenirs marquants que j'ai, c'est des émissions que j'ai pu faire. Avec Nicolas Winding Refn, avec Park Chan-wook, vous imaginez, vous êtes une demi-heure, et puis c'était l'époque où Bertrand Tavernier était toujours vivant,
Et moi, j'avais une émission où je devais passer une demi-heure en face à face, c'était les yeux dans les yeux, je sais plus comment ça s'appelait, avec une personnalité super. Et chaque année, je me débrouillais pour avoir une raison pour aller chercher Bertrand. On se connaissait bien et c'était un tel plaisir de parler de cinéma avec lui. C'était toujours inattendu parce que j'avais beau préparer, il trouvait toujours un moyen de me dérouter et de m'emmener sur un point que j'avais pas imaginé. Et du coup, ça devenait hyper riche. Au lieu de ressasser des vieilles lunes, avec lui, il était infatigable. Et ça, c'était extraordinaire. Et j'ai souvenir, par exemple, de la soirée Coppola, la remise du prix Coppola. Chaque année, il faisait un discours. Mais un discours de 20 minutes, qui était un discours et c'était extraordinaire. Les 20 minutes où il a parlé du cinéma de Coppola, mais on s'en souviendra tous. Parce que c'était vibrant, c'était beau. Il était là dès la soirée d'ouverture. Il était là tout le temps. Et il y a eu une année où il n'est pas venu parce qu'il avait sa maladie. L'année d'après, il est revenu. Le soir d'ouverture, il dit « Le cinéma m'a soigné ». Vous imaginez dans la halle Tony Garnier à la soirée d'ouverture. C'est des moments extraordinaires. Le festival nous a permis de vivre des moments. L'année dernière, j'ai fait une masterclass avec Alejandro Jodorowsky au Pâté Bellecour. Il y avait 600 personnes. À la fin, Jodorowsky a fait lever tout le monde et crier. Il a fait crier les spectateurs. C'est un truc inouï dans une salle de cinéma. Mais c'est ça le Festival Lumière. Il se passe toujours des trucs étonnants, différents. Et voilà. Et on vient voir une séance et puis tout d'un coup, il se passe un truc en plus. C'est merveilleux. Eh ben, toujours très intéressant d'entendre Philippe Rouillet. Et on est d'ailleurs de retour en plateau pour la suite de l'émission. Bon, Simon, je suis saoulé là. T'as toujours pas retrouvé les traîtres autour de la table. Va falloir les débusquer avant la fin de l'émission. Pour qu'il y ait un tel programme niveau film, c'est bien que quelqu'un veut s'aborder TCS. On n'a pas vu une semaine aussi merdique depuis longtemps. Alors au boulot, mon Simon, tu vas le faire. Et surtout, ne te fais pas cramer par les chroniqueurs. Allez, les amis, pardon. Ok. Pardon, je suis un peu... Oula. Maxime, le quiz. Putain, t'es vraiment nul en fait. The game is on. It's gonna be legendary. C'est la mer Noire. C'est votre ultime bafouille. I am sure, mais alors I am tout à fait sure que j'ai raison et que vous avez tort. Oh my God. What? No. Oh, hi, Mark. Anyway, lead on. Allons-y. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce magnifique quiz que je vais animer et que j'ai préparé ce soir. Nous avons deux magnifiques équipes, à savoir Naomi et Simon d'un côté avec Naomi en chef d'équipe. Ouais. De l'autre, nous avons Costa et Jonathan avec Costa en chef d'équipe. Première question, c'est dans le titre. Je vais vous demander de deviner le titre du quiz de ce soir, qui est un jeu de mots, je le rappelle, entre l'un des films dont nous avons parlé dans notre partie débat et le mot quiz. Je vous écoute. The Quizology of Water. The Quizology of Water. Et pour vous? Bien, bon, nous on a de Chronology of a Quiz. The Chronology of Quiz. Et ben, je vous annonce que pour la première fois, on a enfin trouvé un titre de mon quiz. Putain. Bravo! J'avais dit qu'on l'avait trouvé. The Quizology of Water. Putain. On t'a niqué, Maxime. Ça fait 1-0 pour Costa et Jonathan qui partent très bien. Musique de la semaine. Dans quel film en lien avec un des films de ce soir se trouve cette musique? Back North. Non. Novembre. Non. Twilight. Non. C'est un film sorti l'année dernière. Spectateur. Non. Un film belge. Ah, le dossier Maldoror. Non. Non, c'est un film sur un serrurier. On dit pas trop. Ah, La nuit se traîne. La nuit se traîne, bien vu. Putain. De Michel Blanchard, ça fait un partout. Michel Blanchard. Et c'est quoi pardon. le lien déjà? Oui. Romain Duris. Romain Duris, c'est méchant. Qui joue aussi c'est quoi ce lien dans Chien 51. Voilà. Alors, question numéro 3 en or ou en bois. Je vais vous donner des affirmations. À vous de me dire si elles sont vraies en or ou fausses en bois. Première affirmation. Vexé qu'on lui a dit qu'il était impossible de travailler avec lui, Kevin Costner s'est lancé dans l'exploration de trésors marins dans les Caraïbes. Faux.
Ok, faut en bois. Vas-y. Non mais moi je te suis en bois. Vas-y. En bois pour vous? Allez. Et nous on dit en or. En or. C'est trop drôle comme C'est information. en or, Oh, c'est yes. totalement en Yes. or. Il s'est lancé, c'est Hugo qui m'a envoyé ça. Et il aurait même déjà trouvé des émeraudes et des pièces d'or dans les Caraïbes. Voilà, tout ça, Putain, il cherchait du fric pour son film. Voilà, c'est comme ça qu'il va financer. Et bon bah du coup il y en aura que 2 vu que Costa m'a baisé une en or ou en bois sur Star Wars et Adam Driver dans les news. Donc la dernière c'est Luc Besson a annoncé la fin de l'écriture du scénario de Taxi 6. Pitié non. Ah ouais, non, en fait, non, en bois. C'est en bois. En bois. Et tu vas être triste, hein. En bois, bois oui. aussi. En bois. C'est en bois, ouais. Eh ben, oui. C'est juste que j'avais aucune t'as information. vraiment que de Taxi, le gars. J'avais juste aucune information fausse pour cette semaine à caler. Voilà. Taxi. Voilà. Donc alors, ça fait 3-2. Oui. La question qui a dit, je vous donne une citation, à vous de me dire qui a dit cette citation. Si je vous dis, et si on faisait un troisième, il doit être meilleur que le deuxième, qui lui-même doit être meilleur que le Alexandre premier. Astier. Non. À mes yeux, seule la trilogie Evil Dead de Sam Raimi. Adam Driver. Non. Et celle Florent Bernard. Sam Raimi. Et celle de Night of the Living Dead de George Romero réussissait vraiment à aller crescendo. Ce qui m'importe. C'est l'acteur Sébastien. Non. Ah putain, si. Ce qui m'importe, c'est de ne pas répéter les mêmes choses. Il ne faut pas qu'on se dise tiens, on a trouvé une nouvelle règle pour le grabbeur. Faisons ça juste encore une fois. Mais donc c'est pour Evil C'est Dead. le réalisateur d'un film qui est sorti cette semaine. Claudie Bah, Junior, bien sûr. Le Special Non. C'est Eric Gilbert. Kristen Non, Stewart. c'est un film qu'on n'a pas chroniqué et qui est pas dans le top. Scott Derrickson. Scott Derrickson, bien vu. C'est Jonathan qui l'a eu. Ça fait 3 partout. C'est Scott Derrickson à propos de Black Phone. Moi j'ai dit Black Phone. de Black Phone 3. Le quiz spécial, on passe au quiz spécial. Et alors, on l'évoque évidemment du coup dans Chronology of Water. C'est littéralement ce qui compose le piano dans 2 pianos. Donc on va faire les queues au cinéma. Ah mon dieu, c'est Voilà. Attends. C'est gênant. C'est parti pour les queues au cinéma. Attends, comment ça les queues? Tout type de queue. Non mais c'est-à-dire, genre une queue de bière. Ce quiz. Alors, tout type de queue, vous allez voir. Comment ça? On va commencer avec la question, qui c'est celui-là? Dans quel film peut-on voir ce personnage si je vous dis Brody? Boogie Nights. Non. Point Break. Non. C'est un même film. C'est Body, ouais. Ah merde. Si je vous dis Brody, c'est un film... Brise de Nice. Non, c'est un film sorti en 1975. La couleur de l'argent, là, je suis non, l'arnaqueur. Non, le thème principal du film, il y a 2 notes qui sont répétées. Il y a 2 notes qui sont répétées, le thème principal du film. Dans la mer? Dans la mer, bien vu. Et oui, le personnage principal s'appelle Brody, tout à fait. Donc ça fait... Oh non. Heureusement que tu m'as fait le lien parce que je l'aurais pas lu. Ça fait 4-3 pour Costa et Jonathan. C'était pour queue de poisson, vraiment? Oui. Voilà, totalement. Queue de requin, parce que sinon je l'aurais pas lu. Alors, donnez-moi le quiz s'il vous plaît. Un extrait, un film. Dans quel film peut-on entendre cet extrait? Ocean's Eleven? Non. C'est un L'impasse, bien vu, de Brian De Palma. Oh, ça va très vite là avec Simon. Ça fait 4 partout effectivement, puisque c'est une queue de billard en l'occurrence dans cette scène. T'es insupportable, Maxime. Alors là, moi j'attends juste le moment où il y aura une bite. Et bah justement, la Letterboxd, quel film a reçu cette critique négative sur Letterboxd? Je suis préoccupé par le fait que tant de gens aient trouvé que ce film était une fable féministe digne d'éloge et non un portrait de la jeune fille en feu. Hein? Portrait de la jeune fille en feu. Non. Et non, un conte de fées grotesque et dérangeant et pervers. Blanche-Neige et les 7 mains. Non. Blanche-Neige et les 7 fesses. Non. 7 mains. Je peux accepter un certain niveau de contenu pornographique dans les films. La vie d'Adèle? Non, mais pas quand c'est de la pornographie infantile malade. Ce film pose que la clé activatrice de la découverte de soi et de la croissance féminine réside dans la liberté sexuelle et la promiscuité. Non, mais ce n'est pas une femme. Elle a le cerveau d'un bambin. Bella. Girl. Non. Ah si, je sais, je l'ai, le film avec Emma Stone là. Merde, oui. c'est ça. The Creature, The Poor Thing. Voilà, Poor Thing, voilà. Pauvre créature de Yorgos Lanthimos.
Ah, je suis dégoûté. En plus, je vois exactement de quelle critique on parle, je l'ai lu. Donc ça fait 5-4 pour Simon et Naomi. C'est très serré ce soir. Hein. Titre: le jeu des synonymes. Quel titre de film se cache derrière... Il dit ça tranquille, on laisse passer. Quel type de film se cache derrière ces synonymes? Si je vous dis assemblée de poissons carnivores. Piranhas. Non. 3D. Non. Dans la mer. Ah non, Gang of requins. Un gang de requins, évidemment. Bien vu, ça fait 6 à 4. C'est pas un exemple là? Oui, bah c'est que de requins, voilà. C'était pas un exemple ça? Hein? C'était pas un exemple? Ah non, c'est pas un exemple. Non, je fais pas d'exemple. Musique spéciale de film. Attention, dans quel film peut-on entendre cette musique? Ça vient de film. C'est un film qui est sorti en 1997 d'un réalisateur autrichien. Haneke, c'est Haneke. C'est Haneke, évidemment, c'est Funny Games, bien vu. Haneke pour Haneke. Haneke, voilà, tout à fait. Là, j'aime bien. Là, ouais, j'aime bien. C'est bien pensé. Hein. Vous avez vu ça? Ah là là, il est ingénieux ce grand. Question 10, casting de film. Je vous donne un casting. En fonction de votre rapidité avec laquelle vous le trouvez, vous aurez plus ou moins de points. Si je vous dis Christine Ebersol, si je vous dis Roy Doctis, pour 3 points, non. Si je vous dis Simone Callow ou alors Elizabeth Berridge pour 2 points. Non. Pour 1 point, si je vous dis Tom Hulce ou alors F. Murray Abraham. Mozart, Amadeus. Amadeus, bien putain, vu. Okay. Et oui, parce que c'est la queue du piano, voilà en l'occurrence. Donc ça fait 7 à 5. Tu peux déjà me serrer la main, je l'attends. On passe à... Ça, c'est ma nouvelle petite question que j'ai inventée, j'en suis très fier. Je l'ai appelée le résumé à la Jonathan. Pourquoi attention, respect. Sur un quiz avec des queues. Parce que c'est un résumé qui est hautement philosophique, avec quelque chose de beaucoup mieux écrit que ce que je fais et ce que je dis habituellement. Donc quel film se cache derrière ce résumé? La présence phallique est ici dans ce long métrage sous forme d'une allégorie véhiculant domination et violence compulsive de l'homme sur la femme. Restreint dans cet espace humide, intime et carrelé de blanc, se dresse le symbole patriarcal, aiguisé, dont le métal forgé par la haine, la jalousie et la peur ne fait qu'un avec la chair de sa victime, dégoulinante désormais de peur et de tripes. Voir s'abattre le courroux masculiniste sur cette représentante de la jante féminine deviendra même une source d'inspiration majeure pour bon nombre de cinéastes amateurs d'horreur et de suspense. Persona, non? Non, c'est un film de 1960. Bah attends, il connaît que 3 films qui sont sortis en 60. Psychose. Ah bah oui, merci. Bien vu. Tu vois, il fallait se dire la phrase, il connaît que 3 films en 1960. effectivement. En l'occurrence, parce que souvent c'est dit que Psychose, la scène du couteau justement, est une représentation phallique. Oui, c'est vrai. Bon. Donc ça fait 8 points à 5. J'assume. Naomi et Simon, vous êtes en tête. Et on passe au duel time de ce soir. Rien n'est joué du coup. Alors, donc, que de la paix, que de l'amour. Seuls les chefs d'équipe s'affrontent. Donc ce sera Naomi contre Costa. Naomi, les meilleurs, finalement, les meilleurs. Ton équipe est en tête. Tu as donc le choix entre 2 thèmes. Tu as queue de cheval ou queue de poisson. T'as été bonne pour les queues de poisson, non? Hein? non mais pour trouver les jeux de mots, donc peut-être, je sais pas. Ouais, mais en termes de film de requin, alors queue de cheval ou queue de poisson? Allez, on va peut-être dire que queue de cheval sera sur les westerns. Alors, queue de cheval, très bien. Quel film ayant pour thème principal le monde équestre a fait le moins d'entrées au cinéma en France? Est-ce que c'est L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux de Robert Redford? Est-ce que c'est Cheval de guerre de Steven Spielberg? Est-ce que c'est Spirit les talons des plaines de Kelly Asbury et Lorna Cook? Ou alors est-ce que c'est Japlou de Christian Duguay? Quel film a fait le moins d'entrées en France? Alors je vais être très factuel. Spirit, c'est pas possible, c'est l'enfance de beaucoup de gens. Robert Redford, s'il a pas fait d'entrée, le cinéma va mal. Je vais dire 4. Je vois pas du tout quel film c'est. Japlou avec Guillaume Canet. Avec Guillaume Canet notamment. Avec Guillaume Canet, s'il a fait des entrées, je me bute. Très bien, donc tu pars sur Japlou, qui a fait le moins d'entrées en France. Attends, c'est quoi Cheval de guerre, répète? Qui a fait le moins d'entrées en France? C'est un film de Spielberg. Ah mais j'en ai jamais entendu parler de ce film. Bah justement. Ouais, bon. Ouais, donc du coup tu pars sur quoi? Cheval de guerre. Cheval de guerre de Spielberg, très bien. Et donc du coup Costa. Ouais, Simon, t'as parlé un peu quand même. J'ai parlé, c'est pour ça que je savais pas ce que tu faisais. Moi je ne dis rien. Là. Il faut.
On savait pas, je pensais que c'était validé la réponse. C'est vrai que. On donne pas de points du coup. Qu'est-ce qui vient de se passer? Parce que au fait, Simon il triche et il te donne des indices. Mais non, mais je pensais qu'elle avait répondu. Ah, mais non. Ça. Je pensais aussi, ouais. Mais du coup, on verra. Costa. Ouais, donc du coup, toi, tu as Queue de poisson. Quel film chance que j'ai. possède le record du monde du plus grand nombre de voitures détruites sur un tournage? Est-ce que c'est Matrix Reloaded de Lily et Lana Wachowski? Est-ce que c'est Fast and Furious de Justin Lin? Est-ce que c'est Fast and Furious 5, je précise? Est-ce que c'est Transformers 3, la face cachée de la lune de Michael Bay? Ou alors est-ce que c'est Die Hard, Belle journée pour mourir de John Moore? Excusez-moi, j'ai Jonathan qui m'a fait. Quel tricheur! Regardez, là il y a deux triches. Alors ça veut parce que du coup je ne triche pas, j'ai pas fait attention au nombre de je pense qu'il a rien compris. Combien de fois je l'ai fait ça? De toute façon dans ma tête, à la base, je voulais faire Die Hard. À la base, de toute façon. Ok, donc tu pars sur Die Hard? À la base, je pars sur Die Hard. Tu pars sur Die Hard, très bien. Quel est le lien avec Queue de poisson? Parce que les voitures. Oh là là. Naomi, singe, voiture. Ah oui, c'est vrai. Allez, vas-y, enchaîne, Maxime. On va faire croire que t'es intelligent. Ouais, exactement. Donc, on va d'abord partir sur vous deux. Donc, est-ce qu'on compte les points en régie? C'est vous qui décidez, vous faites un signe. On compte les points ou on compte pas les points? Ils veulent pas. Non. Mais non. Alors, on compte pas les points. Donc, on leur laisse le score initial, c'est ça? Japlou. Du coup, on laisse la réponse Japlou. Donc, on vous laisse le score initial et donc du coup, pour information, t'avais dit Japlou au tout début. Pour information, Spirit l'étalon des plaines a fait 1 million d'entrées en France, Japlou 1,8 million, L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux de Robert Redford 3 millions d'entrées, et Cheval de guerre Steven Spielberg 715 000. Voilà. Ouais. C'est déjà en dessous du million. C'est déjà pas mal. C'est pas mal, mais bon, c'est un Spielberg à moins d'1 million quoi. Et enfin, donc vous, on va dire que vous restez. Vous perdez les points. On perd les points quand même. Bon bah vous perdez les points, vous redescendez à 5. Bah, alors. oui. Et alors Costa et Jonathan. Donc quel film a cassé le plus de voitures durant son tournage? Alors Matrix Reloaded, ils ont cassé 300 voitures. What? Fast and Furious 5, ils en ont cassé 260. Die Hard, ils en ont cassé 132. Et Transformers 3, ils en ont cassé 532 voilà, durant le tournage. C'est Michael Bay, évidemment. Donc du coup, vous perdez 3 points aussi. Et vous retombez à 2 après une victoire très malhonnête parce que Simon a triché. J'ai fait de toute façon plus. J'ai pas triché. J'ai fait 2 émissions. Je t'ai tapé sur la cuisse quand il y avait Transformers. Moi aussi. Grâce aux autres. Merci Maxime, faut qu'on enchaîne rapidement puisqu'il nous reste encore une dernière partie, c'est les recos de l'équipe. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Toutes les semaines, l'équipe et moi-même vous faisons part d'un coup de cœur plus ou moins lié au cinéma. Petit tour de table rapide. Costa, vas-y, tu nous proposes quoi cette semaine? L'album Stuck and Big Rapids de Look Mom I'm on TV, un album de vibe très contemplatif. J'adore cet album quand je l'écoute et quand je me promène en ville. Voilà. Ok, c'est noté. Jonathan? Depuis cette semaine au Diagonale, vous pouvez découvrir Lenny de Bob Fosse, un film de 74 dans une magnifique copie restaurée. Un film qui retrace la vie par bribes et témoignages de la vie de Lenny Bruce, le comique américain le plus célèbre et controversé des années 60. J'ai découvert hier soir et j'étais happé par le montage, par la mise en scène et par la prestation complètement intense et hallucinée de Dustin Hoffman. Voilà, allez-y vite, parce que je pense qu'il restera pas très longtemps, c'est très bien. Naomi? Alors, une fois n'est pas coutume, il y a 2 semaines, je vous avais recommandé This House Has People in It, et cette fois, c'est un nouveau court-métrage d'Alan Resnick que je vous recommande, Unedited Footage of a Bear. Il s'agit à nouveau d'un infomercials de Adult Swim. Et j'en dirai pas trop sur le court-métrage pour ne pas casser l'effet de surprise, disons juste qu'il s'agit à nouveau d'un court-métrage d'horreur et qu'il est disponible sur la chaîne d'Adult Swim. Maxime? Moi, c'est le jeu vidéo Balatro. Voilà, j'y jouais tout à l'heure et c'est très très bien. C'est un deck builder où en gros vous faites des combinaisons de poker. Vous avez des jokers pour vous aider à faire de plus en plus de scores et le but c'est de battre des mises avec des mises boss et d'aller le plus loin dans le jeu. Voilà. Mais franchement, jouer à ce jeu c'est très très bien et Hugo peut confirmer parce que James Gunn et il va pas confirmer jeu. Maintenant puisqu'on n'a pas le temps. Hein. Donc moi c'est l'album Pretty Close d'Ethel Lindsay sorti le 3 octobre dernier. C'est un véritable coup de cœur. Ethel Lindsay, elle sort un premier album qui paraît tout droit sorti de la fin des années 70. Si vous aimez la funk, vous allez adorer. C'est probablement l'un des meilleurs albums de l'année. Donc foncez découvrir cette pépite. Merci du conseil. Bon Simon, franchement, je sais que toi c'est moi et moi c'est toi, mais là tu m'as grave déçu. T'as aucune piste. Et maintenant, va falloir faire le petit chien-chien et remercier cette bande de branquignoles qui t'entoure. Merci Jonathan, Maxime, Naomi et Costa, mais aussi Hugo, vous êtes vraiment les meilleurs. Hein. Et en plus, tu les sauces.
Oublie pas la régie tant que tu y es. Et j'oublie pas les excellents Lucas, Lily, Estelle en régie. Vous êtes au top, les besties. Et Jules, Inès, Oksana et Marie. C'est peut-être eux à l'origine de la conspiration. Comme de par hasard, ils sont pas autour de la table ce soir. Si, Inès elle est là, mais bon. Remercions également Oksana et Marie pour le point Cinémed et Julie Inès pour le point Lumière. T'as passé une semaine de merde au cinéma et tu les remercies? C'est pas possible ça. N'oubliez pas de vous abonner à nos comptes Instagram, TikTok ainsi qu'à notre chaîne YouTube et toutes les plateformes de podcast pour retrouver les replays des émissions. Bon bah tu m'écoutes pas en fait. Je te fais le programme de la semaine tant qu'on y est. Alors ce rat de Jonathan présentera une émission avec un débrief complet du Cinémed, mais aussi 3 films. Kaamelott deuxième volet partie 1 d'Alexandre Astier, La petite dernière d'Asia Herzi et Arco d'Hugo Bienvenu. À cette occasion, Félix de Givry, co-scénariste et producteur, ainsi qu'Arnaud Toulon, le compositeur d'Arco, seront là pour nous parler de leur film. Voilà, t'es content? T'as fait ton chien-chien? Oh, Simon, oh. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié d'annoncer le programme de la soirée, c'est ça? Bah non, c'est juste qu'on entend depuis tout à l'heure en fait. Tout est pensé, elle passe à l'antenne là. Ah non, merde. Et Jonathan va te dire un truc, je crois. Ah ouais? Ouais. Purée, Jonathan il va vouloir me casser la gueule. C'est toi la taupe, le rat, hein, c'est toi? Mais non, Simon, c'est pas moi. Ah bah alors c'est qui? C'est Naomi? C'est toi la taupe? Ah non. Ouais, c'est Costa alors, c'est Costa. Non plus. Mais alors c'est Maxime. Taxi. Il le fait pas pareil que tout à l'heure, hein, le gars. Bon alors c'est qui alors, hein? On peut pas avoir une telle semaine de merde sans qu'il n'y ait pas un ennemi de l'intérieur. Mais Simon, t'es parano, t'es manipulé par quelqu'un d'autre. Maître Gims. Il connaît pas assez de texte. Oui, oui mais non, l'ennemi c'est toi. Quoi? C'est moi l'ennemi? Attends, dis-le bien là. L'ennemi c'est moi? Repense à toute l'émission. Ce rat de Simon est merdique et là tout autour de cette table. Waouh, tu as raison Jonathan. Je me mens à moi-même depuis le début de l'émission. Mais ça y est, j'ai enfin ouvert les yeux grâce à toi. Et ouais, c'est comme ça, il y a des semaines où les sorties sont pas top et il y en a d'autres où c'est tout le contraire. C'est la magie de la vie. Des inattendus à tous les coins de rue, des rebondissements quand on les attend pas. Un grand sage m'a dit un jour, la vie c'est comme un avion sur une piste d'atterrissage. On n'est jamais sûr de la réussir avant d'avoir atterri. Méditez là-dessus et posez-vous cette question, que serait la vie sans le cinéma? Moi je ne sais pas, mais vous peut-être, vous pouvez y réfléchir hein, chez vous encore une fois, car à force de garder l'antenne comme ça pour rien dire, bah, je me suis perdu dans mon texte, donc il faut vite mettre fin à ce final qui veut rien dire. Ouais. Ça tombe bien, donc Ethel Lindsay et son Pretty Close va me remettre le cerveau en place une bonne fois pour toutes, et merci à vous les amis de m'avoir aidé, merci de m'avoir sauvé ce soir. C'est ça The Cinema Show, hein, c'est d'ailleurs tous les mercredis sur Radio Campus Montpellier, c'est garanti sans complotisme, à part des fois, hein, et c'est encore un peu maintenant. So much to say, live for today. No matter what's inside, you wanna dance till your blues away. Oh, come what may, when skies are gray, you better shed some light. You let this romance is gonna stay. Where the beauty rests up back in town, forget her, she let you down. Truth is nowhere to be found, that's what all about. Some roads need to break away from some notes that you makes you pay. She's a stone cold lover anyway. Taste of heaven's pretty close now. So much to say, live for today. No matter what's inside, you wanna dance till your blues away. Come what may, when skies are gray, you better shed some light. Your endless romance is gonna stay.